J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7 Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi sponsorisé par PoseidonCyprus.com. Il nous propose un stage d'apnée et de yoga, 100% francophone sur l'île de Chypre. Ils nous reçoivent dans une villa au bord de mer, avec piscine et espace de détente. Il y a aussi un chef particulier qui va vous préparer tous les jours des repas végétariens. Tout est inclus, on n'a plus qu'à profiter. 10 places maximum, encadrées par 3 professionnels. Les places sont limitées, alors rendez-vous sur PoseidonCyprus.com, Océanide. Bonjour la Freediving Family, c'est Julien Moreau. Nous nous retrouvons pour le 2e chapitre sur l'histoire de Claude Chapuis, le père fondateur de l'apnée moderne, le cofondateur de AIDA, l'athlète avec un record du monde en statique, le coach de Guillaume Néry et Pierre Frolat, Claude, le prof de sport, Claude, le responsable de la sécurité sur les records du monde en no limite. Bref, Claude Chapuis, vous l'avez compris, c'est plus de 30 ans d'anecdotes sur l'apnée. Il a porté toutes les casquettes dans le milieu du deep freediving. De l'aventure du no limit avec Loïc Leferme, jusqu'à l'organisation de la flamme olympique sous l'eau portée par Alice Modolo, la première française à atteindre les 100 mètres. Si vous n'avez pas écouté le premier chapitre, retournez à l'épisode 24 pour ne rien louper des anecdotes de Claude. Pour l'introduire cette fois, je suis accompagné de Cédric Palerme, le personnage mythique du CIPA, le Centre international de la plongée en apnée, basé à Nice. Il y a aussi la championne, Brigitte Banegas. Il y a d'ailleurs un épisode qui est sorti sur Brigitte les semaines dernières, n'hésitez pas à le consulter. Elle est athlète depuis plus de 20 ans et a participé à une quinzaine de championnats du monde. Je reçois aussi l'homme de l'ombre, Joseph Strasanti, celui qui a aidé Claude Chapuis dans l'organisation de nombreux records en no limit ou en compétition. Je laisse la parole donc à Cédric Palerme, Brigitte Banegas et Joseph Strasanti. Parler de Claude, c'est un peu compliqué parce que il n'aime pas trop qu'on parle de lui. Pour moi, Claude, c'est un groupe, avant tout un groupe, le groupe de Claude. J'ai croisé le groupe de Claude il y a un peu moins de 25 ans. J'ai rejoint le groupe de Claude, j'ai commencé l'apnée et ça a changé ma vie. Donc voilà, je vais pas en dire plus et je pense qu'il faut surtout écouter tout ce qu'il a à nous raconter. Et voilà. Salut Julien, salut la Freediving Family. Je m'appelle Brigitte Banegas, je suis apnéiste depuis longtemps. J'ai participé à une quinzaine de championnats du monde. En 99, je cherchais un club d'apnée et j'ai atterri au NUC, le Nice Université Club, fondé par Claude. En 2000, il organisait, il participait et gagnait la Coupe du Monde par équipe, dont j'ai eu la chance de faire partie avec Delphine Marleux, sa femme. Claude est l'inventeur de l'apnée moderne. Il a écrit toutes les règles de compétition en pensant avant tout à la sécurité. Pour lui, le groupe est primordial, c'est un garde-fou. D'ailleurs, les compétitions jusqu'en 2005 étaient uniquement par équipe. Son vœu est de démocratiser et de faire évoluer en permanence l'apnée. Il a toujours été présent et de bons conseils pour moi, et c'est un mentor pour beaucoup d'entre nous. C'est en 1996, alors que j'organisais les championnats d'Europe
de planche à voile olympique que j'ai rencontré Claude Chapuis. Il m'a indiqué qu'une de ses étudiantes lui avait parlé de moi et m'a demandé si je pouvais l'aider à organiser un premier championnat du monde d'apnée EDA. À l'époque, je n'y connaissais rien en apnée, mais après discussion avec lui, j'ai bien compris qu'il était très compétent dans cette nouvelle pratique sportive, cofondateur de la Fédération internationale EDA, qu'il avait écrit les premiers réglementations, pardon, qu'il avait écrit les premiers règlements pour les compétitions d'apnée et qu'il avait tout mis en place sur le plan international. Je n'avais qu'à adapter mon expérience acquise dans l'organisation d'événements voiles à cette nouvelle discipline, lui faire bénéficier des aides possibles dont j'avais accès en travaillant au département des Alpes-Maritimes et en essayant à chaque fois d'innover et de passer à des organisations plus professionnelles. Au cours de nos carrières professionnelles respectives, Claude, comme professeur au STAPS de Nice, président du Nice Université Club Subaquatique, et moi comme monsieur sport nautique au département des Alpes-Maritimes, nous avons toujours très bien collaboré sur de nombreux projets liés à la... Les plus importants ont été l'organisation des 5 championnats du monde, les records de Loïc Leferme, Guillaume Néry, Pierre Frolat, la construction de la plateforme d'apnée pour le tournage du film Sous emprise pour Netflix, et cerise sur le gâteau, en juin 2024, la sortie du fond de la rade de Villefranche-sur-Mer de la flamme olympique. Un grand moment. Claude Chapuis est un homme extraordinaire, avec une énergie sans limite, de vraies compétences en mer. Je l'ai toujours vu passer un temps énorme à charger, décharger une quantité incroyable de matériel dans ses véhicules, à gérer avec beaucoup d'attention la sécurité et la formation de ses étudiants et apnéistes, et à envoyer des milliers d'emails pour régler des problèmes avec la fédération. Il est le prof que je souhaite à tous les jeunes passionnés de la mer. Je n'oublie pas Delphine, sa femme, qui est également d'une aide précieuse dans tous les événements que nous organisons. Cette année, en 2025, j'ai demandé à Claude de s'associer à un nouveau projet structurant, ayant pour objectif de laisser un héritage, un outil au service du développement de l'apnée. Et voilà, vous venez d'entendre Cédric Palerme, Brigitte Banégas et Joseph Strazanti qui parlaient de Claude Chapuis. Nous retournons maintenant avec Claude pour ce deuxième chapitre. Ok, bah merci Claude. Donc tu nous as parlé des personnes qui t'inspiraient. Tu nous as dit Olivier Euleux de l'École de la Mer, Pierre Frolat, Guillaume Néry, Brigitte Banégas. J'ai envie qu'on revienne un Je peu sur rajoute Umberto, tiens. Umberto Pellizzari, l'italien. Eh oui, parce que le bel Italien, il a quand même réussi à faire comme Jacques Mayol hein, et Enzo Maiorca. Hein. Avec Pipine, ils se sont bien chahutés pendant des années en profondeur. Mais il a surtout créé Apnea Academy. Et Mm. on voit bien, en tout cas au moins moi, qu'on dit souvent Claude Chapuis, il est que EDA, il n'aime pas la Fédé. J'ai encore entendu ça la semaine dernière. Mais j'y vais direct, faut être con pour dire des trucs comme ça. Je passais ma vie à aider la Fédé ou à aider EDA. Donc, et je dis bravo Apnea Academy. Parce que bon, il a eu l'idée de partager son savoir. Donc c'est génial. Ok, je savais pas que c'était lui, Apnea Academy. Et oui. Mais chez les jeunes, là, Claude, qui est-ce que tu suis? Parce que là, c'est un peu l'ancienne génération quand même. Et on parlait des jeunes. Moi, j'adore par exemple, chez les garçons et les filles, Guillaume Bourdila, par exemple. Ah, c'est trop drôle parce que c'est lui que j'ai Guillaume, noté. c'est un mec génial, très simple, très réservé. Et il a commencé par la piscine. Alors là, j'ai le sourire. Je pourrais dire, merde, c'est pas de chance, pour rester poli. Parce qu'en fait, on sait très bien que les médias, la piscine, bon, Arthur Guérin Boéry, de son nom complet, lui aussi m'avait dit, ah là là, la piscine, je suis le premier à faire 300 mètres. Mais bon, des fois, tu as du mal à exister. Les gens, ils disent, t'es personne. Mais déjà, les 300 mètres, il faut les faire hein, en dynamique. Et même chose pour Guillaume. Et bon, voilà. Alors, ben, tant mieux. Guillaume, il s'est mis à la profondeur. Super. Arthur, il est allé faire des trucs géniaux dans la glace et puis surtout avec les orques. Mais foncez. Morgane l'avait fait. J'ai oublié Morgane. Morgan Bourkis. Oh, mais Morgane, extraordinaire. Un mec réservé, tranquille, d'une patience et d'une écoute géniale. Tiens, je l'ai lu encore hier ou avant-hier à la télé avec un gars qui s'appelle un chanteur. Le chanteur Hmm, de rap. On parle de oui, Hayam. Non? non, un nom égyptien, Akhenaton. Voilà. Akhenaton, mais bien sûr, mais c'est les gars de Hayam. Ah, c'est les gars du groupe IAM, ouais, Et moi ouais, qui suis petit un peu frère. dans ce domaine. Voilà, donc génial et tout. Et puis en plus, voilà, tu vois, il était à Marseille, il parlait de l'algue qui vient un peu du Japon. Il parlait de. En fait, je pense qu'il y en a plein, des gens et des nanas
qui, dans le monde de l'apnée, sont géniaux. Ben, je pourrais parler, par exemple, de deux nanas qui sont au comité directeur. Je vois Clémentine Marie, qui a aidé l'équipe Corse, qui est une nana géniale, qui nous aide à Aida France, voilà. Et puis Anne-Sophie Rousseau, qui a aussi un podcast, je crois. Anne-Sophie Rousseau. Je crois que tu as fait un mix entre Marine Russo et Anne-Sophie Passalboni et tu penses à... Ah, T'as fait un non, mix. c'est pas Anne-Sophie. Oui, peut-être. Qui c'est qui a le podcast La Tu tête en passes mer? à... On parle de Audrey qui a Audrey, le Audrey podcast de La Tête en Renaud. mer. Voilà, voilà. Ok, mais c'est génial. De donner de son temps, c'est pas facile. Je te salue aussi, hein, toi, parce que Julien, c'est pas facile de faire vivre des podcasts et des aventures comme ça, hein. Eh ben C'est merci pas- Claude. Bon, on a beaucoup parlé des autres, mais si on revenait un peu à... et qu'on reparlait un peu de toi, Claude, parce que dans l'anecdote, enfin dans l'aventure Aïda, on rappelle quand tu as quand même eu un record du monde en apnée statique de 5,40, c'est ça que tu as réalisé dans ton université. Eh ben oui, parce qu'à l'époque, comme tous les allumés du Grand Bleu, parce que bon, le Grand Bleu est sorti en 88, hein. Moi, j'ai fait le record en 90, mes yeux, c'était toujours bleus, hein. Hmm. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je faisais maître nageur pour gagner de l'argent, pour payer un petit peu mes études, parce que j'étais tout le temps à découvert. Bon, enfin, j'avais fini mes études, mais même prof, j'étais tout le temps à découvert. Voilà. Et donc, bah, je lisais Apnea Magazine. Et en surveillant la piscine, quand même, c'est digne, hein, pour un maître nageur. Voilà, et puis je tombe sur, évidemment, un Français qui a fait un record dans une piscine. C'était Philippe Goas, je crois, à l'époque. Il avait fait un truc, je sais pas, 5,15 et tout ça, machin. Et comme je passais ma vie dans la piscine à nettoyer avec un aspirateur le fond d'une piscine, c'était dans le Var. Merci Gérard, d'ailleurs, si un jour il m'entend, de m'avoir permis avec l'aspirateur d'aspirer à la main une piscine. Ça prenait des heures, donc forcément tu t'entraînes, hein. Mhm. Voilà. Tolérance au Et tu fais CO2. pas de syncope, parce que comme tu passes ton temps à bouger et à frotter au fond, tu risques pas de faire des syncopes et de l'hyperventilation. Allez, donc j'ai fait un record, je crois que c'était 5,25 à l'époque. Voilà, et immédiatement battu par Umberto 2, 3 semaines après, qui a Et ça, fait, je c'était crois, des records sous l'ACMAS, Claude? pas du tout. À l'époque, en 1990, EDA n'était pas créé. Ouais. Tous les records à l'époque se faisaient avec les huissiers et Quoi? le Guinness Book. Mais non. Alors, C'est ce attends, qui m'a énervé. 90, 91, 92, Guinness Book, Guinness Book, Guinness Book, hein. donc ça veut dire Voilà. qu'en 1990, tu étais dans le Guinness Book pour le record du monde d'apnée statique à 5,25. Je ne sais même pas si je suis allé dans le Guinness Book, tu vois, parce que je ne l'ai pas regardé. Mais on faisait venir des huissiers qui ne connaissaient pas grand-chose la plupart du temps, mais qui étaient là pour attester que, alors là, c'est assez facile à contrôler, hein. Le mec, il flotte, il a la bouche dans l'eau, tu déclenches, il sort la bouche, t'arrêtes. Mais en profondeur, c'était un peu exotique, hein. Et c'est justement le Guinness Book, et hélas encore un Français, qui m'a fait craquer en 95. Déjà, on s'entraînait, le groupe, le machin, la modestie et tout. Et puis moi, je vois que les gens, ils continuent à faire des records avec des huissiers, mais des records, mais dans des baignoires. T'as des gens qui m'ont envoyé des emails à l'époque. Ils faisaient, moi j'ai fait un record dans une baignoire et tout, comment je peux faire pour l'homologuer et tout. C'était terrible. Et Ah, y c'est compris donc dingue. en 95, quand un Français, là tout le monde connaît l'anecdote, hein, il écrit du lac Titicaca, il m'envoie un email, bah, j'ai fait 8 mètres en maillot de bain dans le lac le plus haut du monde. Est-ce que EDA peut reconnaître mon record? Là, j'ai fait 3 sauts au plafond. Mais c'était qui Dans la ça? nuit, j'ai dit à Olivier Heuleux, Marc Counil, qui était le pote qui est étudiant, et puis Loïc Lefebvre, je vais aller, venez, c'est pas possible. On a pris les règlements de ski, on a cloné, on a créé les règlements de compétition, et on s'est dit, on va commencer par petit, on va faire un championnat du monde. Des mecs très modestes, tu vois. Bon, voilà. Donc, C'est venu aussi, la volonté de créer les règlements de compétition AIDA, c'est venu c'est d'un venu à cause de ça, ras-le-bol. parce que c'était plus du sport. C'était devenu un peu de la bêtise. On avait D'accord. des gens qui disaient, moi, je fais un record du monde dynamique en mer. Ah oui, d'accord, mais le courant, il était dans quel sens? Ah, Moi, je fais des records du monde la nuit, en maillot de bain, en lac, sous la glace. Alors, en tu fermant imagines, les yeux. Allez, hop. tu fais à la fois un record, à la fois en maillot de bain sous la glace la nuit, en altitude, hein? Comment on fait pour faire ça? Donc, c'était plus possible. Les médias s'y perdaient de tous les côtés. Tout le monde au même endroit, les mêmes règles, une liste de départ. T'es bon?
tu es bon chez toi dans ta piscine, tu arrêtes pas d'écrire de tous les côtés dans les magazines que chez toi, tu fais cette profondeur dans tes eaux transparentes aux Bahamas. Je n'ai rien contre les Bahamas. Ou en Égypte, ben, c'est super. Allez, venez. On est tous au même endroit. C'est bon, tu annonces. C'est bon, t'es OK. Eh ben, vas-y, maintenant, tu plonges. C'est 10 heures, c'est à toi. Top. Voilà. Celui Ok, qui le donc, gagne. donc tu t'es dit, tiens, je peux battre ce record du monde. T'as appelé ton huissier. Est-ce que tu étais coaché? Tu t'entraînais tout seul parce que tu nettoyais la piscine? Comment? Vas-y, Ben raconte-nous non, un peu mon plus. coach, c'était ma montre. Le plus stupide coach qu'on ait pu jamais inventer, comme à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de coach à l'époque. Chacun qui faisait ce qu'il pouvait dans son coin de piscine ou dans son trou de mer ou dans son lac, hein, puisqu'il était en lac, Roland Specker à l'époque. Écoute, chacun faisait ce qu'il pouvait. Donc j'ai commencé à faire, c'était mortel à l'époque, je rappelle que l'apnée statique, elle se faisait au fond. On mettait une ceinture de plomb, on allait au fond. Ah Apparemment, ouais. parce que on pourrait dire psychologiquement, on avait bien l'impression d'être en apnée. Ah ben, c'est sûr, on était en apnée, mais on était un peu con aussi à l'époque. Et donc, je me suis entraîné énormément dans la piscine. Quand d'autres profs faisaient le cours de natation, moi, quand je n'avais pas cours en même temps, ben, j'avais la combi, j'étais au fond. Et Ah les ouais. étudiants, ils étaient au-dessus de ma tête. Donc tu te Bon, surlestais, tu te mettais au bref, fond. oui, avec la Ah, ceinture plomb, voilà, je peux vous dire, il y avait 3 kilos, une monopièce sans cagoule, j'ai toujours les photos, hein, voilà. Et les étudiants, ils faisaient leur cours au-dessus. Voilà, moi, je alors, cours de remontais à l'échelle. natation. Ben oui, mais Ah, comment c'est tu veux trop drôle. t'entraîner? Il faut bien aller dans une piscine. Ah. Alors, vaut mieux aller dans une piscine quand il y a du monde, j'avais déjà compris ça, que d'aller dans une piscine tout seul. Voilà, et donc, comme j'étais au fond, j'ai trouvé cool de pouvoir m'entraîner alors que les étudiants, ils nageaient au-dessus. Ok. Hein? Au moins, s'il se passait un truc bizarre, les étudiants, ils m'auraient vu. Puis de toute façon, Et, je et prévenais le Claude, prof. ça t'est déjà arrivé, toi, de faire des sambas ou des blackouts, des choses comme ça? Ah, j'ai fait une samba, je me souviens, au camping, quand j'avais voulu essayer d'améliorer le record du monde l'été suivant, parce que le record, je l'ai fait en janvier, je crois. Voilà, mais l'été suivant, j'étais toujours à la piscine et je me suis dit, je vais améliorer. Alors, c'est sûr que j'ai amélioré, hein, mais des fois, heureusement que. Donc, je me souviens qu'une fois, en sortant de la piscine, j'avais les touristes du camping qui m'aimaient bien, fait, oh, mais c'est bizarre, pourquoi tu trembles comme ça? Je me Ah. souviens de la Hmm. phrase des touristes. Voilà, et puis j'en ai fait une bonne en mer aussi, parce qu'on s'entraînait avec Roland Specker, avec la gueuse, à toi, à moi. Là, on avait une grosse caisse, vraiment, à cause des stages et de l'entraînement. Là, putain, on descendait à 40 mètres, mais vraiment sans beaucoup de préparation. On était à peu près dans les 60 mètres à l'époque. Voilà. Mais Et à je la me souviens, gueuse. à un moment, il y a Roland, il descend dans les 40 mètres. Et puis je vois un paquet de bulles et tout, machin. Putain, et puis je le vois remonter, parce qu'à l'époque, il avait une Fenzi autour du cou. C'est le vieux truc des plongeurs commando avec la petite bouteille, tu l'ouvres, ça gonfle le gilet que tu as autour du cou. Ça existe encore aujourd'hui et tu remontes directos, hein. Hmm. Bon, C'est le même gilet si qu'on peut voir dans le même si Grand c'est un Bleu? bateau à la surface, voilà. Et il sort avec sa Fendi, oh, fait chier, putain, ça fuit en bas, machin et tout. Et moi, genre Rambo Superman, stupide et con, comme d'habitude, ah ben pas de souci, je vais aller te fermer la bouteille. Et hop, je fais le canard sans préparation. Je vais à 40 mètres, je cherche dans les bulles, j'arrive à trouver le tuyau qui faisait droite, gauche, il était en train de se vider, comme un effet de fouet. Vous savez, quand on a Ouais. un tuyau d'arrosage qu'on essaie d'attraper. Voilà, et puis je mets, je sais pas combien de temps pour le mettre dans le parachute, et j'attends, et je sens que la gueuse, elle part, je fais, c'est cool. Et puis je monte, et puis évidemment, je lâche la gueuse, et je finis comme on le fait d'habitude. Je finis pas du tout, parce que j'ai pas fini, c'est Roland qui est venu me chercher. Ah, t'as fait un blackout? Voilà, donc j'ai dû me faire une bonne syncope dans au moins une dizaine de mètres, mais Roland, comme on était vigilant, il m'a remonté, il m'a fait, ah, elle est belle celle-là. Là, c'est les deux dont je me souviens. Je crois pas en avoir fait beaucoup, 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 parce que j'ai eu énormément l'image du coach ou du prof, et je voulais tout faire pour pas en faire, pour pas donner le mauvais exemple. Hmm. Comme ça me permettait de dire à tout le groupe dans la piscine, le premier qui fait une syncope ou une samba, il paye la grenadine à tout le club. Hmm. Voilà. Ça, c'est génial ton anecdote là. Donc, record du monde d'apnée statique validé par un huissier. Tes anecdotes avec Roland Specker où vous descendiez comme ça en eau limite. J'en ai une meilleure sur Roland, hein, si tu veux, hein. Ah, mais vas-y, Claude, hein. Je sais pas, il n'a pas fait de podcast encore. Ah non, mais vas-y, je vais Ah, l'inviter. tu pourras lui, je te donne son téléphone, alors je peux te dire qu'il va t'en sortir, hein. Mais alors, moi, j'en ai une. Eh ben, il s'entraînait en lac avant de venir me voir. Il a appris dans Apnea Magazine que j'avais fait un record et il est descendu en me disant, ah, c'est super et tout. Alors, lui, il était déjà diplômé d'état de plongée et moi, j'étais quasiment, je crois, diplômé d'état. Donc, on était déjà un peu enseignant quelque part.
Et il me dit, ah Claude, ça serait cool, tu as fait un record. Moi, je m'entraîne tout seul dans un lac, là-haut dans l'est de la France. Vous savez, il fait noir à 5 mètres de Ouais. profondeur. Il doit faire 5 degrés, à mon avis, hein. Et je sais qu'il avait un petit bateau en surface et il faisait sa sécu tout seul lui-même. Bah, il S'il plongeait avait tout du seul, en mal à fait. remonter, il gonflait la Fenzi dans le noir total, hein. Ah, Et donc je il sais que plongeait parfois, en eau il avait sa limite? femme dans le bateau, Isabelle, Oh que là j'adore. là. Oh, le Voilà. n'importe Et un quoi. jour, il me dit, je sais pas, j'avais mal fait le nœud, je sais pas trop quoi. Donc, c'était la gueuse, hein, qui était déjà la réplique, si je me souviens bien, de celle de Jacques Mayol. Et puis, donc, il est descendu, il a tapé en bas, parce que le but, c'était de taper dans le plateau. Ouais. Et il ne sait pas ce qui s'est passé, mais le plateau, il est parti au fond, dans la vase, avec, parce que le nœud, il n'avait pas dû être bien fait. Je crois qu'il n'a jamais trop su ce qui s'est passé. Eh ben, je ne te dis pas, hein, planter la gueuse dans la vase, et puis soi-même, et puis remonter tout seul, il faut avoir le courage, hein, de remonter jusqu'en haut, hein. Voilà, donc Et il c'était. s'entraînait sur combien, là, Il a Roland toujours Specker? fait très bien les nœuds sous sa plaque. Et Claude, c'était sur quelle profondeur dans son lac, Roland Specker? Ah, alors écoute, il faudra lui demander, mais oh, c'était bien au moins dans les 50-60, hein. Ouais. Et juste pour bien 40, comprendre, 50, 60, voilà, on est dans ces eaux-là. ok. Et juste pour bien comprendre, la petite bouteille dans le dos, c'est celle qu'on peut voir aussi dans le Grand Bleu ou Donc genre. ça, c'est une bouteille qui est intégrée dans le dos parce qu'il y avait des poches dorsales à la Ouais, mais combinaison c'est ok. qui permettaient de gonfler, mais c'est la même bouteille, une bouteille de 0,5 litres, Hmm. gonflée à 200 bars, tu calcules, ça te fait 200 fois 0,5, je ne me sais plus, je suis Ouais, mais bon. c'est une scène qu'on peut voir dans le Grand Bleu avec Jean-Marc Barr. Il ouvre ça dans son dos au moment et puis il remonte. Voilà, oui, bah écoute, les plongeurs ont utilisé avant les stabilizing jackets, qu'on appelle maintenant les jackets, les vestes qui sont fixées à la bouteille. Voilà, bah, avant, tu avais une collerette jaune ou orange, voilà, puis tu la gonflais avec la bouteille. Ok, donc ça faisait un peu ton propre ballon. Et Ah oui, c'était bah, ça son système de sécurité. t'étais Il y ton avait sa propre femme qui ballon pour l'attendait. remonter. Oui, non, mais d'ailleurs, il remontait avec le ballon souvent, parce que à l'époque, dans le noir, tirer à la corde sans être longé, ça se fait pas trop, tu vois. Hmm. Donc, il Ah ouais, c'est une descendait. autre époque là, hein. Ah ben oui, oui, oui. Bon, après, il a mis un parachute sur la gueuse, je crois, donc il remontait avec la gueuse, parce que c'est con, tu sais, de remonter avec la Fenzi, puis après, en bas, il faut tirer la corde pour remonter le plomb, qui n'était pas léger chez lui. C'était une grosse plaque en fer, plus la gueuse, plus le lestage de la gueuse, hein. Non, mais là, il y en a pour 50 kilos, quoi. Ah ben bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Oh la vache. Et ok, c'est génial. Et en fait, Roland, en fait, vous êtes devenus potes comme ça, en mode, bah viens, on plonge Eh ben, il est ensemble. venu en me disant, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout, et moi, ah ben on n'a qu'à faire un stage. Ah Voilà, donc, ouais. Ah, c'est voilà. comme ça Donc que ça a j'avais déjà commencé. fait des petits stages en 89 devant la grotte du Lido, bien connue dans la rade de Villefranche, qui est Ouais. à 20 mètres de profondeur. Et j'ai dit, on fait un stage. Donc on a fait un premier stage qui s'est appelé Inspiration Beuchat à l'époque, devant la grotte, profondeur 22 mètres. Voilà. Et Ok. on a mis au fond, pour faire la sécu, un pote à nous, avec un bibouteille 12 litres, les pieds dans le sable. Le plomb, il arrivait à 20, 21 mètres. Le sable était à 22 mètres. Il était debout quand la gueuse est arrivée. Les stagiaires et le moniteur qui étaient descendus avec le stagiaire, on suivait le stagiaire à l'époque avec la gueuse, en tandem, comme l'auto-école. Ils se barraient tous les deux à la surface. Et le pauvre, il était au fond et avec son détendeur, il gonflait le parachute de plongeur bouteille accroché à la gueuse Mais non. et il renvoyait la gueuse en haut. Donc lui, il se faisait 2 heures, hein, 2 heures à 20 mètres. Mais c'était tellement du bricolage. Ah bah, je t'en sors 50 si tu veux, hein. Ah mais Donc, vas-y, mais raconte, mais attends, c'est énorme. Donc tes premiers stages, tu faisais descendre avec une gueuse, il y avait un ballon, il y avait un plongeur qui était au fond, qui mettait son oui. air pour que l'élève remonte. Ouais, oui, les fameux plongeurs, les stages d'inspiration Beuchat du Nuc, les mecs, ils se battaient pour venir, hein. Voilà. Et donc, il y avait donc Loïc Leferme, Olivier Heuleux, moi, on était principalement trois au début à encadrer, puis il y avait un prof de la fac au début qui m'avait aidé, qui était un plongeur spéléo. Voilà, et tu as 15 bougres qui arrivent, ils sont tous chasseurs sous-marins, ils viennent te voir et ils te disent, moi, est-ce que tu peux m'aider à progresser parce que je voudrais chasser plus profond? Voilà. Donc, on lui explique, alors écoute, je vais t'expliquer, là, il n'y a pas de fusil, il n'y a que des gueuses. Et on utilisait les gueuses comme un outil pédagogique, évidemment, pour les faire progresser en profondeur, pour mieux travailler les problèmes d'oreille et tout et tout. Mais le problème, c'est que quand ils s'inscrivaient, on leur demandait déjà à l'époque, bon, ben toi, tu vas à combien? Alors, quand tu regardais la feuille d'inscription du stage, tu avais 20 gus, tu regardes les profondeurs. Alors, 20, 25, 28, 30, 32, 32, 34, 40. À l'époque, il y a des mecs qui chassaient à 40 mètres.
Et tu dis comment je vais arriver à intéresser ces gens-là pour les laisser en vie et faire des stages dans 20 mètres d'eau. Parce qu'à l'époque, on m'avait dit, tu n'as pas le droit de dépasser 20 mètres. Bon, Hmm. vous savez qui m'a dit ça? À l'époque, c'était un club fédé, FFESSM, en Hmm. 90. Il n'y avait pas EDA. Hmm. Donc, moi, j'ai appelé le siège de la fédé. Bon, voilà. Et on m'a dit, bah, écoute, Claude, t'es sympa, c'est génial, mais nous, on a un examen de chasseur sous-marin. Leur épreuve est à 20 mètres. Écoute, nous, on peut dire que l'assurance, elle couvre jusqu'à 20 mètres. Après, on ne Hmm. sait pas. L'assurance la Et font. ils m'ont dit, eh ben, tu dépasses pas 20 mètres. Bon, ben, le premier stage, on n'a pas dépassé 20 mètres. Mais les mecs, ils étaient contents, ils ont joué avec les gueuses. On les a fait palmer quand ils arrivaient en bas parce qu'ils étaient assez à l'aise. On leur demandait de résoudre une opération ou alors on marquait une opération au feutre sous le plomb pour qu'ils descendent et qu'ils regardent sous le plomb, ils fassent le calcul mental et ils ressortaient. Il fallait qu'ils nous donnent le résultat juste, évidemment. On a tout inventé pour les améliorer en apnée alors qu'ils allaient moins profond que leur maximum. Et puis le deuxième stage, ça a été fini. On est allé au-delà des 20 mètres, évidemment. Et comment t'as fait là, toi, en tant qu'encadrant, tu t'avais ta propre assurance ou tu t'es dit, On a bah, serré les fesses. t'as serré les fesses, ok. On a serré les fesses et en 92, eh ben, on a pris une assurance. Voilà, parce qu'il y avait l'association Aida Internationale. Donc, on était couverts. Hmm. Donc c'est vraiment, t'as tout créé. Enfin, vous avez vraiment créé votre propre encadrement, quoi. Ah ben, tu es obligé au début, mais dans toutes les pratiques sportives, C'est il y a des génial. nouvelles pratiques sportives qui émergent, ce sont les Hmm. pratiquants qui la font naître, ils la modifient, ils la font évoluer, ils créent des règles, et puis après, ils savent ce qu'il faut faire ou pas comme connerie. Puis après, aujourd'hui en France, surtout en France, on se bat avec les fédés pour qu'ils reconnaissent la nouvelle pratique sportive. Les Hmm. fédés, c'est long en France. Je ne parle pas de la fédé de plongée, je parle de toutes les fédés, hein. Hmm. Et donc, il faut créer des standards, il faut créer des moniteurs, faut un cadre, voilà. Je ne parle pas de la jeunesse et sport, on ne parle pas de Hmm. la loi, on parle des règles fédérales, hein, qui font souvent référence. Voilà. Et ben Claude? voilà, et ben, tiens, ça prend du temps. Ouais. Donc ces fameux stages inspiration de chat dans les années 90, c'est ça? 90. Le premier en 89 inofficiel, mais 90 à 95, on a tout inventé. Après, il y en a plein d'autres dans le monde, Hmm. hein. Je suis sûr que Umberto, déjà dans les années 90, il s'entraînait, il avait un groupe et tout ça, hein. Je sais Hmm. il a un Italien qui marche super fort. Comment il s'appelle l'Italien? Davide Carrera, je crois. Ah, bah oui, bien sûr, David Carré, Voilà, il bah, il est faisait hyper partie de connu, son ouais. équipe. Il avait créé un groupe lui Hmm. aussi. Bien sûr, Donc, il y avait David Carré, une ouais. formidable aventure d'équipe là-bas. Je Hmm. pense qu'ils ont bien bricolé. Les, les Cubains aussi, ils ont bien bricolé, hein. Donc, je me Pépé. souviens des conditions d'entraînement de Deborah Ondoyo, qui est devenu un peu l'élève de Jacques Mayol et qui l'a battu en faisant 107 mètres. Voilà, ça a dû lui mettre un coup, hein, ce jour-là, hein, quand Attends, tu peux revenir là? Donc entraînement en no limite, tu dis? Deborah Ondoyo, c'était une Cubaine. Elle venait de la natation synchronisée. Voilà, donc tu parles bien que quand même le Grand Bleu, ça a eu un impact mondial. Ouais. Donc il y a des gens qui ont bien sûr vu ce qui s'était passé et tout, surtout avec le Grand Bleu. Et donc partout dans le monde, il y a des gens qui ont construit des gueuses. Hmm. Alors à Cuba, ce n'était pas tout à fait ça, parce qu'une paire de palmes, ça doit valoir un an de salaire à Cuba. Donc eux, ils se tiraient à la corde, hein. Il y avait une pierre, une corde, et ils descendaient, ils se Hmm. tiraient à la corde. Donc, je crois que Deborah Andoyo, elle a commencé comme ça. Puis après, bon, elle a trouvé des palmes et tout, mais je pense qu'elle voulait aller battre ce record du monde. Alors, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée à être entraînée un petit peu par Jacques Mayol, qui l'a suivi le plus possible. Et donc, voilà, elle a réussi à faire 107 mètres. Là, je connaissais pas cette histoire de Déborah Amboyo. Andolo avec deux L. Andolo. Ok, bah je vais me renseigner, je Ouais, connaissais tu pas du cherches tout un cette petit peu et histoire. tout. Dans les Voilà. femmes qui ont pratiqué le no limite, dans les françaises, bah on pense notamment à Audrey Mestre, Et qui a disparu, hélas, parce que il n'y avait pas d'air dans la bouteille au fond, et on ne sait pas si c'est volontaire ou involontaire, et on le saura jamais sûrement. on le dira comme ça. J'ai Ouais. fait partie de la commission d'enquête. C'était très compliqué. Voilà. C'était Ah, très compliqué. tu as Voilà. été membre de la commission d'enquête sur la mort d'Audrey Mestre. Voilà, parce que évidemment, la famille d'Audrey au début, et puis surtout, des amis d'Audrey, voilà, hein, ils ont eu du mal à avaler que ça se passe comme ça. Voilà, donc il a fallu qu'il y ait une enquête, voilà, et donc que des artistes dans le monde, avec tous les éléments à disposition, essayent d'étudier avec les témoignages de l'équipe d'encadrement et tout, voilà, pour essayer d'avoir des conclusions.
Et quelles ont été les conclusions de cette enquête? Ah, ben, je ne sais pas si le rapport a été publié dans le monde. Et puis, je suis sûr que si je dis ce que je sais, on va immédiatement me faire un procès. Donc, je dirai rien. Comme ça, au moins, je finirai mes jours tranquilles. Mais bon, voilà, on sait vraiment, tout le monde le sait au moins, et tu l'as dit. Donc, ça, au moins, qu'il n'y avait pas l'air qu'il fallait dans la bouteille. Hmm. Bon, et là, d'ailleurs, c'est une bonne anecdote. Hélas, dans ce contexte dramatique, on voit bien que les plongeurs bouteilles, ça sert à rien. Parce qu'il Bah y avait oui. bien le plongeur tech au fond, hein, un Français. Je Hmm. crois que c'était Pascal Bernabé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hmm. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Quand Audrey, elle s'est aperçue en une fraction de seconde que ça marchait pas, hein, voilà, je pense qu'elle a perdu 50% comme ça arrive à tout le temps, hein. Quand tu es au fond et que tu vois que tu es dans la merde, tu perds 50% de ton capital. Hmm. Voilà. Donc, c'est arrivé à tous les gens qui se sont trouvés coincés en bas avec leur longe ou avec leur monopalme. Voilà, c'est compliqué de remonter après, hein. Hmm. J'ai une Donc, amie qui est déjà restée au fond, au-delà de oui, 80 mètres, avec une oui, gueuse où il n'y avait plus d'air. Mais il y avait oui, une raison logique, c'est qu'ils avaient déjà fait des allers-retours. Mais dans le cas de Audrey Mestre, c'est qu'il n'y avait absolument pas d'air. Donc oui, c'est ça qui est fou quand même. oui. Mm, mm. On Je va pense. dire au moins, on est certain que les gens qui d'habitude gonflaient la bouteille lors des entraînements, je vois mal d'ailleurs pourquoi ils auraient changé le jour du record, hein. Voilà, bah, les gens qui gonflaient régulièrement la bouteille, ce jour-là, ils ne l'ont pas gonflée, on se demande bien pourquoi. Ouais, donc tu penses quand même que c'est un homicide, une forme d'homicide. Ben non, je pense rien, parce que dans l'affolement des records, la pression médiatique, les journalistes, les amis, les bateaux, le machin, le processus, moi j'ai déjà vu dans tous les records qu'on a organisés ici, parce qu'entre ceux de Loïc, ceux de Pierre, et puis en poids constant, et puis les compètes, mais c'est un sacré merdier. Donc j'excuse personne, mais il a manqué de rigueur dans l'équipe, qui évidemment a toujours gonflé la bouteille dans les entraînements et oublie de mettre de l'air dans la bouteille le jour J. C'est quand même incroyable. Dans la coordination de l'équipe, il y a un moment un truc qui s'est mal passé. Pour les Et records là, de, c'est Audrey qui a trinqué. ouais. Pour les records de Loïc Leferme, c'est toi qui gonflais la bouteille? Ah bah alors là, je vais te dire, bah oui. Et j'étais pas seul. Parce qu'on avait pris l'habitude de tout doubler, de doubler les rôles. Alors, on gonflait la bouteille. D'abord, on en avait deux. Alors, elle était gonflée à 230, 240. Voilà, on sait d'ailleurs qu'on peut les gonfler encore plus. Parfois, on les a gonflés encore un peu plus. Ouais, t'as le Voilà. service et Voilà. la pression Et d'épreuve, c'est ça? on avait les deux bouteilles en double, avec double sortie, machin, les robinets en blanc et tout, je passe les détails, les doubles tuyaux. Elles étaient posées, on en avait une, on prenait celle qu'on avait l'habitude d'utiliser régulièrement. On ne voit pas pourquoi on aurait changé de Hmm. matériel, mais il y avait quand même une de secours. Et on vérifiait à deux différents la pression, évidemment, parce que tu ne sais jamais. Voilà, donc on vérifiait la pression. Et puis des fois, on n'était pas que deux à la vérifier. Eh, t'es sûr que tu as vérifié la pression? Tu me prends pour un con? Et je peux regarder? Vas-y. Voilà, c'est pas facile, hein, dans un contexte d'entraînement profond, hein, mais tu es tranquille quand tu es dans ton groupe et tout, les entraînements se passent, tu as les automatismes, tu as le temps et tout. Putain, quand c'est les records, il y a les bateaux, il y a les journalistes, la presse, le machin, les potes, les cornes de brume. C'est compliqué les records, hein. Hmm. Ouais, c'est magnifique tout ce que tu racontes, Claude. Là, j'adore. Je voyage dans le temps, dans l'histoire de l'apnée français et internationale. Je pense, quand on parle de nos limites, donc bien sûr Loïc Leferme, qui a été notre grand champion français. Et je pense à Herbert Nicht, qui a validé un 214 et qui a fait aussi en 2012 une plongée en no limite à 253, hélas, qui a fait un AVC et qui est resté plusieurs mois alité. Euh, Aujourd'hui, AIDA ne certifie plus de record en no limite. Quand est-ce que cette décision a été prise et pourquoi? Alors, on fait toujours appel à ces anecdotes que j'ai du mal à retenir, mais on a commencé. D'abord, on reconnaissait que les records d'apnée. Puis après, on a créé les compétitions. 96, donc tu as tout compris.
Elles étaient par équipe. On a fait un essai malheureux individuel en 1999, je pourrais en raconter là-dessus, d'individuel. Et en 2005, on fait le premier mondial individuel. Et c'est parti, donc tu as les épreuves individuelles. OK? Et puis après, il s'en rajoute d'autres. Mais à aucun moment, il n'a été introduit dès le début la compétition hongueuse. Parce que dès qu'on a écrit les règlements, on s'est bien sûr rendu compte que c'était totalement impossible d'organiser une compétition avec 40 ou 80 athlètes pour les classer dans la discipline nos limites. C'est inorganisable, tant parfois du point de vue de la sécu que de la logistique, que des bouteilles, que de l'enfer de sécurité. Et puis, est-ce que ça aurait vraiment eu du sens? Quel charme d'avoir gardé cette discipline qui doit être considérée dans les très grandes profondeurs comme un sport extrême. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'apnée n'est pas un sport extrême. C'est un sport qui est engagé, mais pas plus que le saut à la perche à 7 mètres de hauteur, à 6 mètres 50, 6 mètres 20, pas plus que la haute montagne, que la Formule 1, que la spéléo sous-marine. On peut citer 50 sports, hein. Chacun, c'est compliqué, hein. Mais là, c'est impossible avec une gueuse. Voilà. Et donc, c'est très bien que ça reste dans les faits une discipline qui fait rêver les gens et tout, mais qui, hélas, maintenant, avec les moyens techniques, l'entraînement et tout, on est quasiment sûr, dans les profondeurs atteintes, que quand le gars, il va aller au fond, quand il va remonter, on aura des problèmes. Même s'il ne se voit pas, on les aura. Donc, je parle principalement des accidents de décompression à cause de l'azote. Du La type décompression et l'œdème pulmonaire, sans parler de la narcose qui va majorer les accidents. Hmm. Je ne rajoute pas les problèmes liés à des profondeurs de 150 à 200 mètres qu'il faut trouver avec des câbles d'une longueur très impressionnante. On va aller jusqu'à 200 mètres. Aujourd'hui, tu ne vas pas faire une compète avec des gueuses si tu voulais la mettre en place en limitant à 120 mètres. Ah bah non. Hmm. Mais ben non, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et il faudrait régler le plateau à 200, 202, 204, 208. On aurait, je sais pas, les 15 premiers, 195, 190. Ouais. Et on en aurait combien qui sortiraient avec un accident de décompression, un œdème pulmonaire, ou les deux à la fois, ou qui, par narcose, se mettraient à faire n'importe quoi? C'est impossible. Et du coup, Claude, Eh ben, Herbert. en quelle année Aïda s'est dit on arrête de reconnaître les records nos limites? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Alors, je vais le dire au pifomètre, en étant sûr que je me trompe, il y a au moins une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, parce qu'il a fallu le marquer. Oui, bah oui, ça c'est sûr, oui. Voilà. Je vais sûrement trouver quelqu'un qui va me le dire. Cédric, peut-être, pourrait me le dire. Non, Lui qui retrouve tout. je peux trouver l'info là Mhm. sur le site internet. Bah, c'est simple. Peut-être bêtement, je regarderai le dernier record homologué. Et bah 2007, 214 Herbert Nicht. Et après, il n'y a eu plus rien. Et après, il n'y a plus rien. Et lui, de son Oui, côté, bah oui, il oui, fait ça me revient. 240, Ça me revient, ça 253. me revient. À cause des accidents qu'il y avait, parce qu'il n'y a pas eu que Herbert hein, au début, hein, qui a fini au caisson à moitié, hein. Il Je y me a qui souviens d'autre? d'un Allemand, par exemple, une anecdote. On se rend compte dans l'histoire de l'apnée comment on peut être bête. C'est pas Benjamin, il s'appelait Benjamin Franz, il était allemand, mais il a décidé de bien s'entraîner et il a fait 3 fois 100 mètres, si je me souviens bien, avec la gueuse. Wow, il a fait 3 fois 100 mètres dans la même session? Ben oui, Wow. et oui, donc après, voilà, forcément, un Oh accident de putain. décompression. Ouais. Qu'est-ce que tu... Après, il était peut-être pas aussi bien formé et informé sur les Mm. risques. Ouais, ok. Voilà, donc voilà. Et après, Herbert, c'est compliqué parce que je l'adore, il m'a filé son bouquin. Vous savez, on en profite pour le dire à tout le monde, il a écrit un bouquin. Ouais. Voilà. Ok, il y a d'ailleurs de belles anecdotes dedans et tout. C'est une belle histoire. Mais je me souviens, je crois, la semaine d'avant, il m'avait appelé en me disant, ouais, j'ai le projet, voilà, 230 et quelques. Je crois que ça faisait un nombre rond en C'était pied. 253 en tout cas. Donc peut-être qu'en fit, Ouais, en mais ça pied, faisait un c'est nombre rond genre c'est peut-être en pied. 300 feet, non? Et ouais, j'ai un truc comme ça. On avait longuement discuté. J'ai dit, Herbert, putain, tu te rends compte le bon que tu fais et tout, c'est un plongeon dans l'inconnu. Et Herbert, il était extrêmement rigoureux. Il avait tout calculé, tout planifié avec son engin. C'est une soucoupe volante, c'est extraterrestre qu'il avait construit. Il voulait pas rester trop longtemps au fond,
le génial truc qui fait que ça tape, le plomb il se décroche et poum, t'as rien à gonfler par la simple flottabilité de ce qu'on appelle là la capsule spatiale d'en haut, qui en plus était profilée pour remonter vite et tout. Génial comme idée. Mais le problème, c'est que le corps, il suit pas. Voilà. Il suit pas. Il aurait fallu progresser beaucoup, beaucoup plus lentement. Et il aurait fait peut-être des petits accidents de décompression dans des profondeurs inférieures et ça lui aurait mis la puce à l'oreille en disant là, on atteint les limites. On atteint les limites. Hmm. Bref, Ouais, 250 mètres, 253 mètres, ça fait 10 000 pieds, quoi, à peu c'est près. hallucinant. Et ok. Ouais, mais cette période du Grand Bleu, cette période du no limite, c'est vraiment une partie de l'histoire de l'apnée qui est passionnant. Ben oui, oui. Mais moi, je Et pense que si on demande aux vieux plongeurs scaphandres de nous raconter ce qu'ils ont vécu, on n'arrivera peut-être même pas à le croire. ah ouais. Bon, Et, bref. on pourrait. Enfin, j'ai pas envie d'arrêter ce podcast avec toi, Claude. Là, il y a trop d'anecdotes, hein. Donc je reviens sur mes questions. Donc on a discuté de ton record du monde que tu as fait valider par un huissier à l'époque en 1990. Tu es devenu pote avec Roland Specker qui est venu s'entraîner avec toi en eau limite. Vous avez organisé les premiers stages Inspiration Beuchat. Tu as coaché Loïc Leferme, Guillaume Néry, Pierre Frolat, toutes ces générations-là. Je te propose, tiens, qu'on passe sur un nouveau format, le jeu des questions loufoques. Alors, super, mais j'ai une petite dernière remarque à faire pour corriger, peut-être. Quand tu dis j'ai entraîné et tout, moi, je me considère plutôt comme un encadrant qui a tout fait pour mettre à disposition les moyens, les conditions, un bateau, des cordes, des règles, des beuglantes, la création d'un groupe, pour que, en fait, ça soit le groupe qui soit l'entraîneur. Voilà, alors même si des fois je restais un peu le prof, un peu respecté et tout, je pense qu'à un moment, quand dans un bateau, tu avais Jean-Michel Pradon, Loïc Leferme, Pierre Frolat, Claude Chapuis, Olivier Le, Marc Counil, et après, il faut pas oublier les filles. Je me souviens de noms, donc Aurore Asso, Sophie Passala-Lacroix, je vais y arriver, Delphine Marleux, devenue Chapuis, ma femme qui est derrière moi, qui m'écoute, il y a Brigitte Banégas, on peut continuer, mais à un moment, tous ces gens-là dans le bateau, plus le chien, voilà, qu'on n'oublie pas, évidemment, c'est tout le monde qui pouvait globalement être considéré comme à un moment l'entraîneur d'un peu tout le monde. Parce que quand tu es dans l'eau et que tu fais une connerie ou que tu racontes une connerie, tu as immédiatement tout le groupe derrière qui fait non, mais arrête tes conneries. Tu vois? Bon, Pierre, je dis Pierre, non, je vais utiliser un autre nom. Alexandre, tu fais combien ce matin? Ah, ben ce matin, je fais 62. Alors au début, c'était dans le bateau, ça, hein. On était dans le bateau, on jetait l'ancre, l'équipe de Cousteau qui arrive, l'aventure. Voilà, c'est bon. Et on se regardait, tu fais combien et tout. Et là, ça partait en live. Bon, tu fais combien, Alexandre? Ah, bah, je fais 62 aujourd'hui. Ah, il y a un mec à l'autre bout du bateau qui était pas très grand, hein. Quoi? 62? Mais tu rigoles, t'as vu comment t'es sorti hier à 61? Mais ça va pas. Moi, je fais pas ta sécu. Alors la négociation, elle s'engageait. Et après, on a changé de règle. C'est à terre, avant de partir en bateau, qu'on s'engueulait ou on se mettait au point à terre. Et qu'on essayait de dire, moi je pars en premier, toi tu feras la sécu du deuxième, toi tu fais rien, tu nous aides, on va t'aider, parce que c'était pas forcément un des meilleurs mondiaux, mais il progressait. Bon, écoute, toi tu fais pas une perf max, mais on fait ta sécu, après tu nous... Bon, en fait, je voulais dire, je pense qu'on me cite souvent, mais que ça a bien servi tout le monde qu'on soit un groupe. Alors, je veux bien les questions loufoques. Et bah tiens, juste pour continuer, pourquoi le groupe c'est si important pour toi que le côté individualiste? Est-ce que c'est lié à ton histoire personnelle, à ton histoire familiale, ou c'est ton Alors, c'est le côté... contraire. Moi, je suis skieur, athlétisme, j'ai fait du triathlon. Bon, j'ai fait un peu de volley en régional collectif, mais ça n'a pas duré longtemps. Je crois que j'ai fait que des trucs tout seul. Hmm. Voilà, donc je trouve que c'est vachement facile tout seul. Ça, c'est ce que je pensais. Jusqu'au jour où j'ai commencé avec ce groupe à progresser et j'ai découvert l'avantage d'avoir un groupe, le plaisir d'avoir un groupe, les marrantes.
qu'on se paye des fois mort de rire quand il y en a qui fait une connerie et puis que tu le rattrapes, tu lui mets deux claques parce qu'il était limite. Euh, le regard qu'on se jette dans un bateau quand on vient de passer à deux doigts de la cata, mais que c'est passé, on se regarde et dans les yeux, là, je sais qu'on est tous en train de se dire, ça, putain, il faut qu'on le change. Notamment quand le parachute il sort complètement explosé à la surface, n'importe quoi, hein, je vous passe les détails, ou quand on fait les cons à la surface et qu'il y en a un, il se prend la gueuse dans les fesses. Ouais. Voilà. Je viens d'oublier ta question. Non, non, je te demandais pourquoi ça a l'air d'être quelque chose qui est tellement important pour Oui, toi, de eh le ben, collectif, le groupe, la famille. écoute, tu pars du port le matin. D'abord, tu arrives, ah, salut et tout et tout. Finalement, c'est sympa, les copains. Le matin, il fait gris certains jours. Il y a des vagues, il y a un peu de vent. Peut-être un jour, tu es mal luné, tu arrives et tout. Tu sais pas trop ce que tu viens faire. Mais tu viens parce que c'est le samedi, dimanche ou c'est les vacances et que, de toute façon, dès qu'il y avait une heure, c'était la sortie bateau, hein. Voilà. On ne savait rien faire d'autre dans la vie que sortir en bateau. Voilà. Mais dès que tu as les potes, ça y est, tu as le moral qui remonte. Ouais, putain, on va y aller. Et puis il y en a un qui te sort une connerie, des vagues, on s'en fout, il y a du vent, on s'en fout et tout. Donc je pense que le groupe d'ailleurs est devenu assez rustique, résistant aux intempéries, aux vagues, au sel, au mauvais temps, à la mauvaise visibilité, à la mauvaise humeur, à tout ce que tu veux, à la mauvaise forme. Et on a pu, je pense, essayer de progresser au niveau de l'entraînement en formant des gens. C'est quand même un sport plein air qui faisait un petit peu de l'environnement son ami, quelles que soient les conditions. Et alors pourquoi le groupe? Parce que tu pars du port, tu oublies tes soucis. Il y a finalement des gens qui au début sont des élèves, ils deviennent tes copains. Et puis en plus, ils deviennent vraiment des amis parce que quand tu plonges, c'est eux qui font ta sécu. Si tu as un emmerdement, c'est eux qui ont l'oxygène ou qui viennent te rechercher. Voilà, donc c'est très précieux. Et puis bon, bah, tu pars, tu as le bateau, tu regardes l'horizon. Alors nous, ça dure pas longtemps, hein, parce qu'on fait 300 mètres et il y a toujours 150 mètres de fond. Mais je sais qu'aussi pas, c'est la même chose. C'est quand tu pars, le matin, tu arrives, tu es mal luné, les conditions de mer sont pas bonnes. Donc, mais tu as les potes qui sont là, ça te remonte le moral. Des fois, tu sais pas pourquoi tu viens, parce que c'est la sortie du dimanche, tu sors. Il y avait des sorties chaque fois qu'il y avait un moment de libre d'ailleurs. Mais tu sors, et puis finalement, ben parce que quand tu es dans le bateau avec ta combi et que tu files à l'horizon, nous, c'était pas à l'horizon, c'était à 300 mètres, hein, eh bien, tu es un peu comme le commandant Cousteau qui, avec la Calypso et son équipe, il a pareil. Tu pars à l'aventure de ton groupe. C'est un peu la tienne, mais c'est celle du groupe. D'autant plus que dans le bateau, ceux qui sont avec toi, même des fois, il y avait des nouveaux qui arrivaient. Ça devient des gens importants et des amis parce qu'ils font ta sécu. Donc voilà pourquoi je parle tout le temps du groupe. Voilà pourquoi je t'ai aussi dit, je crois qu'à un moment, c'est le groupe qui est devenu l'entraîneur ou le coach moral un peu de cette équipe que moi, je vais dire 1990-2002. Parce que dès que le SIPA a été créé, le SIPA a commencé à créer son aventure bateau, profondeur, etc. Et ça a pris la suite du NUC. Ok. Bon, mais merci Claude en tout cas pour d'avoir répondu à cette question sur l'importance du collectif. Je te propose maintenant qu'on passe sur le jeu des questions loufoques. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais je me suis dit, allez, c'est Claude, on essaye. Bon, Imagine, Claude, demain tu joues à la loterie et tu gagnes 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec? j'en donne immédiatement, évidemment, à mes enfants, à mes potes, à machin et tout ça. 10 millions, attends, 10 millions, ça va pas, non? Je crois que l'euro million, des fois, je me prends à arriver à jouer. Ça m'est arrivé deux, trois fois de jouer, mais il y a, je sais pas, des fois, il y a 150, 200 millions. Hmm. Alors, partons sur ces bonnes bases. Tu gagnes 150 ou 200 millions, il faut voir haut, hein. J'en donne à plein de gens de tous les côtés, à des associations, mais immédiatement, j'organise un championnat du monde CMAS, EDA, on s'en fout, j'arrive à convaincre la CMAS et EDA, je leur donne du fric, je ne sais pas, on fait un seul championnat du monde et c'est gratuit pour tout le monde. Voilà. Mais bien sûr, on le fait dans la rade de Villefranche. Génial. C'est Comme moi. ça, les spécialistes des eaux chaudes, hein, Allez la là, laisse-nous thermocline, tranquille, hein, Claude. thermocline, hein. Laisse-nous tranquille avec votre eau froide là. Tu vois, moi, si j'étais à ta Ça place, c'est que je forge gagnais. des caractères. Guillaume, Pierre, et ils ont été formés avec Loïc et les autres à Villefranche. Et je peux te dire que ça endurcit.
Ah bah ça, je veux bien te croire, hein. Quand je revenais de Bora Bora, faire le NAC dans une eau à 21 degrés avec une thermocline qui te met un punch en plein dans le diaphragme, ça a été extrêmement dur pour le... Non, sois fort, mon fils. Le poids n'est qu'une information. Puis d'ailleurs, tu le sens pas parce que tu as lâché prise, comme disait Mayol. Et tu vois, juste pour participer un peu à cette question loufoque, si moi je gagnais, là, imagine 250 millions d'euros, bah, je ferais comme toi, j'organiserais un championnat du monde, mais surtout je créerais des équipes dans tous les pays du monde. Moi, je rêve de monter une équipe, par exemple, du continent africain. Euh, Par exemple, ma coloc, pendant longtemps, bah, elle est partie avant-hier, mais c'était Tatiana Mendes, qui est l'une des rares femmes noires à avoir participé au championnat du monde AIDA. Et pour moi, c'est important qu'il y ait un maximum de diversité dans l'apnée. Et donc, si j'y gagnais, on rassemble tout le monde, l'ACMAS, AIDA, et on essaie de finir un maximum de pays, même si les gens doivent plonger sur 15-20 mètres, on s'en fout de la profondeur. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Et d'ailleurs, je suis convaincu que l'apnée est un sport de paix. Donc, voilà. Alors bravo, je vais te dire bravo, je vais même te dire pourquoi. Parce que dès 1996, comme toi, la seule idée, c'est qu'il faut réunir les gens, mais ils n'ont pas d'argent. Donc en 1996, j'ai invité Marlene Ospina des Fuentes. Elle est toujours en vie. Elle m'avait appelé via email à l'époque. Elle m'a dit, mais j'ai entendu parler, il va y avoir un championnat du monde, j'ai pas d'argent, t'as pas une idée? Je lui ai dit, tu viens, on se débrouille, ton billet d'avion, il sera payé. Ça a été fait, elle a été hébergée, elle a mangé et elle a rien payé et elle est repartie et elle pleurait. Elle venait de Voilà, quel pays? de la Colombie. Ah, d'accord. Mais oui, tu Voilà. le Et mets sur le site j'ai Aida France. recommencé après en 2000 parce que j'ai tout fait pour inviter des pays à venir alors qu'ils n'avaient pas vraiment beaucoup les moyens. De toute façon, j'ai recommencé en 2005, championnat du monde individuel. Alors, l'objectif, c'est non seulement aider des gens à venir pour qu'ils se rassemblent, pour qu'ils échangent entre eux, pour que ceux qui ont des choses à apprendre de pays qui sont en avance, ils l'apprennent le jour de la compétition, surtout échanger sur la sécurité, les méthodes d'entraînement et tout. Mais c'est qu'une fois qu'ils retournent dans leur pays, ce sont les ambassadeurs de l'apnée. Moi, j'ai fait un championnat du monde, je suis capable de le faire, je l'ai fait. Et donc, on a eu des Tunisiennes, des Algériennes, qui j'ai invité encore la dernière fois. Putain, un pays exotique, ça me sort de. J'avais réinvité une Colombienne et tout ça. C'était simplement parce que quand ils rentrent dans leur pays, ils disent, mais moi, c'est bon. J'ai fait 45 mètres, j'étais au championnat du monde, j'ai représenté le Mexique. Et quand ils rentrent chez eux, ils ont le moral remonté à bloc et quand ils partent, on leur dit, s'il te plaît, crée vite une association. Alors évidemment, on leur dit, crée EDA Colombie, essaye de créer EDA Mexique. Je te dis pas tout ce que Mm, j'ai fait pour que du côté de l'Amérique du Sud, il se crée des choses et ailleurs. Et pas que moi d'ailleurs. Et tant mieux. mm. Voilà. Mais oui, il faut aider les gens à participer aux compétitions. Et si moi j'avais de l'argent, j'en donnerai immédiatement à tous les athlètes de l'équipe de France, FFESSM et AIDA France, parce qu'ils sont tous dans la merde. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, bah, Et je tiens c'est à remercier dommage qu'on ne Aïda mette pas parce que des millions dans le sport de haut niveau et qu'on soit obligé de mm. filer des milliards, putain, pour aller faire la guerre, là. Ça me désole. Et d'ailleurs, bah, vous m'aviez donné 50 euros pour les championnats du monde en Corse. Alors merci Aïda France. Les 50 euros, je les avais appréciés parce que c'est vrai que On ça t'a coûte très donné cher. 50 euros. Ouais, parce que Tu j'étais as fait une décision collective, ça venait d'où ces 50 euros? bah, Aïda France. Je crois que les élites ont eu 100 ou 200 et moi j'avais eu 50 euros. Ah, pourquoi tu avais fait des perfs de niveau Je sais pas, j'étais le petit dernier. espoir? J'étais le Ah petit non, canard peut-être que tu boiteux pas de l'équipe de qualifié, France mais on Aïda. t'avait dit, vas-y. Ouais, bah, j'ai fait mes sélections et j'étais genre cinquième. Tu étais sur la liste des sélectionnés. Ouais. Et- Ah oui, c'est parce que on a tellement peu d'argent à Aida France. Je pense qu'à la Fédé aussi, s'ils avaient plus d'argent, ils pourraient aider beaucoup Mm. plus les athlètes. C'est pas un reproche, hein. Personne n'a assez d'argent pour aider les athlètes. D'ailleurs, le budget Effectivement, on avait dit on de... va donner un peu plus d'argent à ceux qui ont dû faire une perf élite. Et Oui, s'il c'est y en a ça. qui ont fait des perfs et sport, on leur donne un petit peu moins Oui, c'est normal. pour les encourager. Ça me choque pas. Mais j'avais apprécié le geste, tu vois, de se Et sentir attends, c'était soutenu. en Corse. Ouais, c'est ça, en Corse, ouais. Ah oui.
On a essayé de faire le maximum pour aider tout le monde. Mm. Et d'ailleurs, Mais Claude, le peut-être que budget de Aida France, ça représente combien? j'arrondis, hein, on va faire simple, pour les calculs, c'est facile. Le chiffre d'affaires ou l'argent qui rentre dans les poches de Aida France, on fait vraiment un gros arrondi, on va dire 10 000 euros, 11 Mm. 000, 12 000, 10 000. Sur ces 10 000 euros, on essaye d'aider pour 2 000 à 3 000 euros les athlètes piscine qui vont au championnat du monde. Pour 2 000 à 3 000 euros, les athlètes profondeur qui vont faire un championnat du monde profondeur. Et puis après, on essaye d'aider les organisateurs de compétition en France, au moins un petit peu, pour qu'ils organisent une compétition. Ça coûte toujours des ronds a priori. Mais regarde, cette année, championnat du monde, EDA, piscine. Wakayama, Japon. Billet d'avion entre 1000 et 1500 euros suivant quand tu le prends. Tu arrives, on ne peut pas dire que le Japon, c'est pas cher. La bouffe, l'hébergement, 400 euros d'inscription. Ben, j'arrondis, un championnat du monde, 3000 euros. Ouais, facile. Ouais. Et hélas, peut-être, la sélection et les meilleurs mondiaux au championnat du monde, EDA et parfois, peut-être, je ne sais pas, on pourrait le dire que masse, ça peut se faire sur l'argent, puisque quand même, il faut du fric. Même quand tu es en équipe de France Fédé, même si on te prend en charge pour les championnats du monde et tout, c'est compliqué. Toute l'année, il faut bien que tu t'entraînes en tant qu'athlète de haut niveau. On peut te proposer, et merci la Fédé de le faire, des stages pris en charge parfois, mais c'est compliqué. Et tout l'argent, toute l'année, il faut que tu trouves de l'argent pour t'entraîner. Et puis des fois, tu ne peux pas avoir le temps de bosser. Alors merci les partenaires rares que tu arrives à trouver. Donc, putain, ces millions, effectivement, si on peut le mettre dans la sécu, les enfants, l'environnement, l'apnée, les championnats du monde, alors réunir CMAS et apnée, ben oui, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut que les deux aient envie de le faire. Alors moi, je réponds pour EDA, il n'y a aucun souci. Les trois quarts des gens du monde de EDA, ils disent un championnat du monde avec sur l'affiche en haut EDA et CMAS, parfait. Bon, je te le dis tout de suite, hein, ça fait 7, 8 ans, je l'ai déjà proposé aux dirigeants internationaux de l'autre côté. J'ai vu la réponse, j'ai compris. Hein. Mm. Du côté CMAS. Ah ben écoute, du côté CMAS, on entend partout sur cette planète, c'est pas polémique, c'est la réalité. Ben, la CMAS, elle est légitime, c'est la Mm. seule qui est affiliée au CIO. Oui, 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 c'est Voilà, sûr. c'est une vieille confédération internationale qui a été créée il y a longtemps. Ben oui, c'est vrai. Mm. Mais qui a créé les règles de compète? Qui a tout inventé? Qui a créé les premiers championnats du monde? Qui, pendant 10 ans, a fait des compétitions, a pris tous les risques, a tout inventé, a formé les juges pour enseigner, pour former des élèves? Ben, c'est EDA. Alors, nous, on ne demande rien, mais on demande un peu de respect. Je rappelle que mon club, il est affilié EDA et FEDE. Ce qui, a priori, n'est pas possible. Mais bon, comme 98% des clubs affiliés à EDA France sont affiliés aussi à la Fédé, on voit bien que c'est le même monde. Mm. Voilà. Donc, il faudrait que les instances internationales de l'ACMAS, elles se disent, ça vaudrait le coup de discuter avec EDA International, parce que tous les athlètes, moi j'en étais un, toi t'en es un, et tout le monde qui écoute peut-être en est un, mais on commence à en avoir ras la casquette, pour rester poli, de ces conneries. On s'en fout de qui est légitime ou pas. Si les athlètes y mettent du pognon pour avoir un championnat du monde sur cette planète, eh ben, qu'il n'y ait qu'un seul championnat du monde. Voilà. Eh ben, EDA international, EDA France, EDA, je ne sais pas où, ben, on est prêt à essayer de faire en sorte que ça existe. Maintenant, il faut demander à Madame Arzanova et son équipe ben, de faire en sorte que comme, je ne sais pas, Trump, Poutine, et puis le président de l'Ukraine, et puis tout le monde discute autour d'une table, ben voilà, hein, faut y aller. Parce Mm. que nous, en France, on essaye bien de faire avancer le schmilblick. Philippe Péan, président, EDA France, commission apnée. Moi, téléphone, Laetitia Minier, DTN, Richard Thomas, allô Claude, eh ben, tu veux une corde, un mouillage? Allez, on te le prête. On s'entraîne. Et d'ailleurs, Voilà. c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur le podcast. Je prévois d'inviter Laetitia Minier, qui est la présidente du comité apnée Génial, FFSSM, et Philippe Péan, et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour développer l'apnée en France. On va génial. retourner sur le jeu des questions loufoques, Claude. Si tu avais le choix entre te percer un tympan ou faire un œdème pulmonaire, tu choisis lequel? Tu as percé le tympan.
Pourquoi? immédiatement. Pourquoi? Si on parle de la légende, vous savez, le grec Statis, j'oublie son nom, hein, qui soi-disant est allé à 70 mètres récupérer l'ancre en passant une lingue autour de l'ancre de ce bateau italien. Quand on raconte l'histoire et les légendes d'apnée, il aurait donc plongé et tout. Et quand il est sorti, quand on voit ses conditions de vie et son gabarit, on se dit, comment il a pu passer à 60-70 mètres de fond, une élingue lourde autour d'une monstrueuse ancre? On ne sait pas comment il est descendu. Est-ce qu'il avait un masque? Et l'anecdote veut que quand il est remonté, que les médecins l'ont un peu ausculté, ils ont dit, ah ben on comprend pourquoi, parce qu'il a les deux tympans percés. Bon, puis de toute façon, je me suis percé au moins une dizaine de fois, mais pas Quoi, tu avec t'es percé l'apnée. les tympans? Mais bien sûr, mais Mais non. pas avec l'apnée. Avec quoi? Ben, quand j'étais jeune et con, Non, mais en faisant quand quoi, du ski? j'étais au collège et au lycée. Et que mes parents m'amenaient autour de Grenoble et évidemment nager à droite, à gauche, en haut et en bas. Voilà, je me souviens d'un lac qui s'appelait le lac de la Terrasse au nord de Grenoble, en direction de Chambéry. Il y avait une plage et de machin et tout. Puis un jour, il y avait un article dans le journal, il y avait marqué, il y a un avion qui est tombé au fond. Bon, ben moi, je suis allé dans la limite de la zone de baignade. C'est bien à 5-6 mètres déjà, hein. Et puis je descendais, puis je cherchais au fond. Bon, je te dis pas, hein, les parents, ils étaient contents, hein. Voilà. Mais je me suis explosé les tympans. Ma mère, elle était absolument enchantée. Et donc, moi, j'ai deux tympans, là, ils ont des cicatrices de partout à cause de. J'étais jeune et j'étais con. Puis personne ne m'avait expliqué ce qu'il fallait faire. Voilà. Ça me fait marrer parce qu'à l'armée, ils ont failli me réformer à cause de mes oreilles. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bon, je me suis fait réformer pour autre chose. Mais parce que je ne voulais pas faire l'armée, ça me faisait perdre une année. Et j'avais déjà pas de sous. Je préférais être prof et gagner de l'argent. Donc, Et je t'as pense fait que tout quoi le pour être monde réformé alors? Oh, bah le fou, comme d'habitude, comme tout le monde. Ah, t'as C'était la plaidé la mode. folie? Ah, ben bien sûr. Ah mais non, Claude Chapuis qui plaide la folie pour éviter d'aller au Ah, mais service je militaire, c'est t'explique, quand génial. tu es jeune et que tu as 18 ans, que tu es à la fac des sports, ou 20 ans, et que pour tes études, tu as reporté de une année, de 2 années, machin, mais à un moment, tu es obligé d'aller à l'armée faire les 3 jours. Voilà. Hein. Ouais. Bon, allez, je ne veux pas raconter ma vie, mais Ouais, mais si, voilà, c'est j'ai super fait le intéressant, c'est fou. rigolo. J'ai mis du poivre dans les yeux. Ça m'a valu une semaine de colère après. Voilà, pour passer ma vie à pleurer. Voilà, et puis ça suffisait pas. Alors, je passe les détails. Puis, je me suis échappé la nuit par le mur parce que j'étais tellement triste d'avoir perdu mes copains. Tu comprends? Allez, c'est bon. Ah, c'est génial, tu t'es mis du poivre Mais dans on l'œil, tu t'es passait pour échappé un la nuit. imbécile à la fac des sports en 1979-80 si tu revenais de l'armée sans t'être fait réformer. Voilà, Ah. donc moi, je fais comme les potes, quoi. Hein. Et tous Bon. tes copains se sont fait réformer. Ah bah, je jure, je confirme. La bande des fous, en fait, c'est ça? C'est les apnéistes, ceux Ah, c'est même qui pas se la sont fait bande réformer. des apnistes. Je dirais que carrément, c'est toute la promotion de troisième année de 1980 de la fac des sports de Nice. C'était un délire. Bon, mais c'est une anecdote. Allez, les Ouais. questions loufoques. Allez, question loufoque. Claude Chapuis, si tu te réincarnais en animal, lequel serais-tu? Ah, vous attendiez à ce que je dise dauphin, hein. Moi, j'aimerais bien être un cachalot. Un cachalot, ok. Ah, il va à 1000 mètres. Ah ouais, donc toi, c'est vraiment les profondeurs qui t'attirent. Bah non, il y a tellement d'animaux merveilleux. Mais enfin bon, je dirais pas d'être un lion, un machin, un éléphant, une girafe. On n'arrête pas de leur tirer dessus. Les cachalots, ben non, c'est quand même plus rare qu'on les chasse, hein. À part deux, trois pays un peu stupides là. Donc tu serais un cachalot. Ok, Ouais, mais bon, écoute, moi j'aime bien les animaux. Un golden retriever aussi. ok. Un chien. Claude, imagine, on a inventé une machine à voyager dans le temps et tu peux retourner en 1992 pendant la création de Haïda. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu changerais quelque chose? Ah oui, oui, je me mets tout de suite à m'entraîner avec tout ce que je sais maintenant, avec tout le matériel. Je trouve des fabricants qui mettent du carbone au point, des combis, machin et tout. Je m'entraîne comme un malade et j'essaye de faire tous les records du monde en même temps. La une des journaux, comme ça je deviens une star. Je crée mon standard mondial d'apnée d'enseignement. Je passe ma vie à enseigner ce que je connais et à parler aux caméras et aux médias. Ah ok, mais ça c'est très précis. Ok. Tu m'as cru ou pas? Bah, ça serait possible. Oui, non, mais on peut tout rêver. Non, non, si je remonte dans le temps, j'ai souvent pensé à ça. Je dis, comme je sais à certains endroits dans le monde où on a trouvé des trésors, bah, peut-être que j'irai bien trouver ces trésors et je gagnerai un maximum de fric en les trouvant. Et après, peut-être, j'aurai de l'argent sans jouer à Euro Million pour développer l'apnée. Ok.
Et je la développerai, si possible, le plus vite possible avec des standards pour pouvoir mettre en place très, 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 très vite toutes les règles de sécurité qu'on connaît aujourd'hui pour éviter que plein de gens meurent. Hmm. D'ailleurs, en parlant de mort, on a ici à Dahab une amie qui est décédée il y a quelques jours, percutée par une voiture. On a une pensée pour la famille de Yana. Si demain il devait t'arriver quelque chose, Claude, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton passage sur Terre? Bah, je sais pas, que je me suis battu comme beaucoup, beaucoup de gens bénévoles. Ça, c'est peut-être la mentalité française, mais peut-être dans d'autres pays aussi, hein, pour essayer de développer une pratique sportive et faire en sorte que les gens, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, à travers cette pratique sportive, les gens se rencontrent dans le monde et il n'y a rien de mieux que de se rencontrer pour se connaître et éviter les guerres. Voilà. Moi, que ce soit des Russes, des Ukrainiens, des Chinois, des Argentins, des Hongrois, je ne cite pas les pays au hasard, je m'en fous. Putain, mais venez, on plonge ensemble, on rigole, on boit des coups et tout. Et après, on fera plus la guerre. Il faut espérer, hein. Il faut espérer, ouais. Quand on voit les conflits à 400 kilomètres de Dahab, là, on a la bande de Gaza. J'étais avec une amie ukrainienne avant-hier soir. Il y avait les enfants qui faisaient péter des pétards parce que c'est le ramadan en ce moment et elles sursautaient dans tous les sens. Et elles souffrent de enfin de syndrome post-traumatique à cause du stress, à cause des bombes qui tombaient en C'est Ukraine. terrible, La terrible. guerre, c'est une réalité. Et c'est vrai que l'apnée, ça rapproche. On plonge avec toutes les nationalités à Dahab. C'est ça qui est magnifique. Tu vois, moi, je travaille au Fresh Fish. Hmm. Et à table, on a toutes les nationalités. Bon, il faut avouer tout de même que c'est beaucoup la table des Français et la table des Italiens. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que ce sont les Français et les Italiens qui sont deux grandes nations qui se sont fait la course au record, comme on a pu le voir avec Jacques Mayol, Enzo Maiorca, Umberto Pellizzari et Guillaume Neri. Euh, Pourquoi ce sont les deux nations qui dominent, enfin qui dominent, qui sont... Moi, je dirais quand même que Umberto, il a fait pas mal la course avec Pipine. Oui, c'est plus ça d'ailleurs, historiquement, oui. Ouais. Après, bon, des légendes qui faisaient la une des médias et qui s'opposaient, je sais pas, ça s'est dilué un peu dans le combat de tous les athlètes modernes. Tu disais quoi comme question? Non, c'était historiquement, c'était la France et l'Italie qui s'affrontaient, quoi. Et c'est Ah vrai oui, alors bah, je reconnais, c'est des pays, ce sont des pays méditerranéens, une très longue histoire de plongée, de chasse sous-marine, des gens, on va en revenir à l'ACMAS, qui sont dans les membres fondateurs. La FFESSM et l'ACMAS, enfin les Français, les Italiens, il y avait Monaco, il y en avait d'autres, membres fondateurs de l'ACMAS. Une très bonne organisation, des bonnes fédérations bien implantées, bien organisées. Bon, et puis on a vu en France, mais est-ce que tu te rends compte, en France, la densité des pratiquants en apnée? Moi, je dis à la fois merci EDA, international, 92, 90, le NUC, merci et tous les autres clubs français qui après ont créé des groupes d'apnéistes en France. Merci après EDA France créé en 98. Merci la Fédé d'avoir suivi le chemin. Merci à tous ces gens-là, putain, d'avoir créé des trucs. Et une fois de plus, j'ai oublié ta question. C'est pas grave. Là, on arrive dans la phase où on fait beaucoup de digressions et j'aime beaucoup parce qu'on peut aborder des fois des sujets auxquels je n'ai pas pensé. Je sais pas si tu connais le podcast Extraterrien. C'est Barthélémy qui gère ce podcast qui a plus de 5 millions d'écoutes, qui est extrêmement suivi. Et il commence toujours son podcast avec cette question, quel est votre premier souvenir de sport? Alors, Claude Chapuis, quel est ton premier souvenir de sport? Je fais un petit effort de quelques secondes de réflexion dans les 50 qui arrivent, parce que j'ai dû faire au moins une trentaine de sports différents. Je réfléchis, hein. Le premier qui me vient à l'esprit, le ski. La descente en ski alpin. À Voilà, côté de j'adorais. Grenoble, alors. Bah, parce que je viens de Grenoble, oui. Mais Hmm. après, pour me spécialiser en compétition, j'ai fait plutôt de la descente. Et la descente, c'est cool, parce que ça va à fond. C'est un truc de brut. Faut pas réfléchir. Ça me fait penser, quand tu pars au fond, faut pas trop réfléchir, hein. Tu fais le vide, hein. Voilà. Et puis ça va à fond. Et puis il n'y a pas de virage. Donc il n'y a pas de virage, c'est plus facile. Le seul vrai problème, c'est les bosses. Quand tu commences à décoller, des fois, les atterrissages, ils sont hasardeux. Bon, voilà, donc j'ai vécu pratiquement, allez, je le lâche, la même aventure en ski avant l'apnée. Voilà. Parce que quand je suis arrivé à la fac des sports, j'étais skieur. Je passe les détails. J'ai dû faire de l'athlétisme. On passe les détails aussi. Mais
je me suis retrouvé à faire de la compétition de ski et je me suis retrouvé président. C'est très original du NUC Ski, D'accord. le Nice Université Club Ski. Maintenant, je suis le président du Nice Université Club subaquatique. Ça, on le sait bien, le NUC. Mais en tant que président, on a du NUC Ski. On a créé dans les années 78 à 84 que des compétitions d'apnée universitaires avec des sponsors que la morale réprouve. Aujourd'hui, c'était Grand Marnier. Grand Mani, Voilà. c'est Et de donc, je me l'alcool? suis retrouvé à organiser dans les années 79-80 la Coupe d'Europe des clubs universitaires dans une station perdue du 05 Col Saint-Jean. Donc voilà, j'étais déjà dans l'esprit associatif, aider un club, j'organisais les entraînements, mais en plus, voilà, j'organisais les compétitions. Ouais, tu as toujours été dans cette dynamique de créer, de développer le sport. Mais parce qu'en fait, dès 77, je suis tombé dans le sport avec la fac des sports. C'est un milieu fantastique, ça te maintient en santé, en bonne santé. Tu as la frite tout le temps, puis tu rencontres plein de gens, puis les Mm. activités sportives, c'est génial, surtout si tu pratiques des activités sportives de plein air. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être à la fois prof de PS et d'avoir 4 diplômes d'État dans 4 sports différents, puis plus Mm. d'autres à côté. Donc ça m'a complètement permis d'avoir, je trouve, une formation polyvalente et peut-être une ouverture d'esprit qui me permet d'utiliser le ski pour aider à développer l'apnée ou d'utiliser des méthodes d'entraînement en athlétisme pour les rapporter parfois à la préparation physique en apnée ou ailleurs. Je trouve que c'est génial. Moi, bon. Bon, finalement, t'es toujours à 66 ans, tu es toujours en train de courir partout, tu es tout le temps au taquet. Mais je vais vous en raconter bien des alors. Est-ce que tu n'aurais pas un peu la bigorexie? La quoi? La bigorexie, l'addiction au sport. Oh non, parce que si je l'avais là, je serais en train de courir au lieu de parler dans le podcast. Mais il faut savoir que je suis obligé de continuer à pratiquer les activités sportives parce que tout le monde sait que ça maintient vraiment en bonne santé. Donc, un dernier conseil à tout le monde, mais faites du sport tranquille. Les records, c'est une anecdote. Parce que dans mes activités pour lesquelles je suis payé à la fac des sports, je m'occupe de ski alpin, de plongée, de natation, de course d'orientation, mais aussi, surtout, d'aventures en pleine nature, que j'appellerais les raids aquatiques, les chasses au trésor, le géocaching, les urban safaris, des trucs que je vais oser le dire, un peu inventé. En Hmm. 96, j'ai inventé, je crois, je vais le dire, l'ancêtre du swimrun, si les gens y connaissent, Ouais. parce que j'ai créé un raid bleu autour de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à côté de Villefranche, où on court, on saute, on nage. C'est du swimrun. Et donc, 20 ans plus tard, pardon, j'ai créé une aventure moyenâgeuse avec un trésor réel que je ne dévoilerai pas pour les étudiants de la fac des sports. J'ai créé un site web avec des énigmes et pendant une dizaine de semaines, mes étudiants s'affrontent par équipe à travers un raid bleu dantesque dans la mer, le swimrun, la marche aquatique qu'on appelle le longe-côte, le géocaching, l'urban safari, Ushuaïa Nature. Ils doivent retrouver le Saint Graal, évidemment, Excalibur, forcément, et un vrai trésor et un secret. Mais pour ça, les étudiants en pleine nature, ils pratiquent, ils courent, ils nagent, ils sautent. Ils ont 20 ans, hein. Il faut les suivre. Et Parce que je fais des films en cours avec d'autres profs. Je fais des films, donc il faut courir, nager, sauter, faire les films. Ouais, tu Voilà t'arrêtes pourquoi jamais. je continue à m'entraîner. Et est-ce que les élèves, le cadeau, le Graal, c'est gagner un pince-nez paradisia? Absolument pas. D'ailleurs, je pourrais parler des pince-nez en citant une anecdote, mais je ne peux pas trahir le secret. Mais c'est un trésor réel. Ok. C'est un trésor réel, il a une valeur monétaire réelle et on leur explique bien aux étudiants et ça fait monter la pression. C'est le but du jeu, puisque notre objectif, c'est qu'ils s'engueulent pendant 8 semaines pour découvrir à la fin que leurs meilleurs ennemis sont peut-être leurs meilleurs amis. Hmm. Toujours Voilà, l'esprit de je ne peux pas solidarité. trahir sur le podcast Non, t'inquiète, y a pas le de secret souci. de cette quête Ouais. au trésor, puisque s'il y en a un seul qui écoute, après l'année prochaine, il n'y aura plus de jeu. Ok. Alors, l'anecdote sur les pince-nez, c'est que c'est un nuciste. Il C'est quoi? s'appelle David Duchâtelard. Il est prothésiste dentaire. Ouais. En 90,
Je lui dis, les masques, c'est bien, mais merde, dans le Grand Bleu, ils ont des pince-nez et tout. Enzo Mallorca, il a un masque avec un compensateur de volume. Vous connaissez bien dans le Grand Bleu le masque de Enzo Mallorca, hein, de Jean Bah, Reno. c'est le masque blanc avec les deux petits trous où on voit Voilà, ses mais yeux, en quoi. fait, à l'intérieur, il a rempli le volume du masque de silicone. Alors, je pourrais parler des anecdotes, juste en faisant deux trous, parce qu'on sait très bien que plus il y a d'air quand tu descends, le masque se plaque, tu le compenses en soufflant de l'air, donc tu perds de l'air. Donc, il vaut mieux pas qu'il se comprime trop, il vaut mieux donc pas qu'il y ait beaucoup d'air dans le masque, eh ben, tu remplaces le masque par un volume qui n'est pas d'air, même Donc le si c'est... masque de Enzo Mallorca, dans la réalité, il était rempli de silicone. Eh bien oui, bien sûr. Tu Je fais savais un pas ça. moulage, tu mets du silicone dedans, tu plaques le visage. Après le moule, il est fait. Tu creuses les trous pour voir un petit peu et tu le poses sur le visage. J'ai déposé celui qu'on a fait ici au Musée national des sports, qui est à Nice. C'est une chance où il y a une belle collection d'apnée. Et là, il y a les premiers masques d'apnée. Et il y a donc des répliques, hein, évidemment, de ces réducteurs de volume qu'on a tous créés, les apnistes, dans les années 90. Il y en a eu plein de créés. Mais en 90, j'ai dit à Daniel Duchâtelard de mon club, c'est celui qui avait les pieds dans la vase à 20 mètres avec son bibouteille de 12 litres pour gonfler le parachute de la gueuse, Pendant les pour ne stages pas gonfler. Et inspiration il de était chat, c'est ça? prothésiste dentaire. Je lui dis, merde, tu peux pas faire un pince-nez comme dans le Grand Bleu, dans le Grand Bleu. Et c'est lui qui m'a un jour sorti, m'a dit, tiens, j'en ai fait un. Il avait fait un moule, il l'avait fait en résine dentaire. J'ai regardé, j'ai rien compris. J'ai dit, ça marche. Il me dit, essaye. Putain, je l'ai mis sur le nez, j'ai serré comme un mulet. Putain, j'ai eu mal pendant 2 jours parce que j'arrivais plus à le desserrer. C'est le système que vous connaissez tous aujourd'hui, d'une sorte de petite réglette sur lequel Ouais. coulisse l'autre partie. Et quand tu serres très fort, ça se coince parce que la partie où ça coulisse, ça ressemble à une forme de croix, un carré, un rectangle. Mm. C'est un truc très simple. Il m'a dit que je connais, que tout le monde connaît. Ça coince. Voilà, hein, c'est un petit Et peu c'est comme lui qui une a créé raie. le système Paradisia? Enfin, le premier Pas pince-nez, là. du tout. C'est Bernard Chaban, le créateur de la marque Paradisia. Ok. Mais le premier pince-nez qui a été construit sur ce principe dans le monde, c'est, je le dirais, en 91, exactement, Daniel Duchâtelard. J'ai le Ok. moule, il est au musée du sport, et au musée du sport, il y a son premier pince-nez. Il l'a même Excellent. fait après en inox dentaire. C'est tout le monde le voulait, mais il était hyper lourd. Voilà. Excellent. Bon. Et pour Moi, revenir je un peu sors sur aussi, les hein, moi j'en ai anecdotes, fait des pince-nez hein, avec des anneaux de rideaux en plastique avec après, comme truc, les pads, qu'on appelle ça, qui se mettent sur les ailes du nez. C'était deux pointes de flèches de jeu d'enfants de tir à l'arc qui ressemblent à des ventouses. ouais, On a tout fait, hein. le bricolage. Et pour revenir un peu sur le matériel et la sécurité, euh, ici c'est un grand débat à Dahab. Certains plongent avec et sans longe. Quand est-ce que la longe est arrivée dans le milieu de l'apnée et quand est-ce qu'elle s'est imposée? La longe, elle vient des apnistes de lac qui, dans le nord-est de la France, je vais peut-être même oser citer Patrick Farcy ou peut-être en Belgique dans les carrières, l'équipe avec à l'époque Frédéric Buil, un très très ancien et tout. Ils ont commencé à me dire, mais nous, de toute façon, le mec qui fait un canard à 5 mètres, on ne le voit plus. Donc, on s'est dit, ça va pas. Ouais. Donc, ils ont commencé par se mettre des lampes, évidemment, pour que l'apnéiste puisse voir la corde. Et très rapidement, je suis sûr qu'ils ont vécu la même aventure immense, galère de groupe, en disant, c'est cool, on s'est d'abord occupé de l'apnéiste pour qu'il puisse voir la corde. Mais personne s'était occupé des pauvres gus en surface qui voyaient rien, qui sentaient rien. À l'époque, il n'y avait peut-être pas encore cette manie de tirer et de mettre au virage la main sur la corde. Hmm. Voilà, pour tirer, pour le pull. Et je pense qu'il y en a qui ont beaucoup moins d'ongles que moi. Donc un jour, ils ont dit, mais c'est con, on va faire une longe, ça devait exister dans d'autres sports, j'en suis sûr. Les gens qui faisaient du bûcheronnage, des gens peut-être qui faisaient de la montagne et qui se guidaient sur des cordes, voilà, et qui se mettaient des longes, Hmm. voilà, ou qui mettaient des longes au relais en escalade. Qui Je se pense que vache, ça quoi. vient là. Voilà. Et donc, ils ont mis des longes, et puis c'est des apnistes de lac qui ont commencé à me dire, ah, mais il faudrait les longes, regardez, machin et tout. Et après, ça s'est un petit peu répandu de tous les côtés. S'il faut que je te donne une date, un nom et un lieu, je serais incapable de te le dire. Mais merci les apnistes du nord-est de la France.
Ok. Donc la longe vient. Alors, pardon, je vais répondre à ta question. Il faut se poser la question. Je sais, il y en a qui m'ont déjà écrit, et puis pas des moins bons, hein. Oh Claude, putain, mais pourquoi tu défends la longe? La longe, c'est chiant. La longe, elle crée des problèmes. Ah oui, c'est super. J'ai fait un cours la semaine dernière à mes étudiants en leur disant, la longe, c'est génial, mais gaffe à la longe. Un homme averti en vaut deux, une femme aussi d'ailleurs, hein. Et donc, à partir du moment où tu sais quelle longe tu dois avoir, comment tu dois l'entretenir, comment tu dois la vérifier quand tu la mets, comment tu dois installer ton équipement pour qu'il n'y ait aucun incident lié à cette longe, tu élimines 99,9% et il ne te reste que à faire face au manque de chance ou à l'inconnu, mais pas au fait qu'il y a Ouais. une longe. Tu sais ce qui m'est Parce que arrivé? Pour Cyril l'anecdote, Isoardi, je remonte dans une anecdote du début de ce podcast. Cyril Isoardi, il descend, il tape en bas, il gonfle la gueuse, elle remonte, et lui, on l'a jamais retrouvé. Tu crois pas que s'il avait été relié à la gueuse ou je sais hmm, pas quoi, il serait arrivé en surface? Est-ce que tu crois que tous les gens qui ont fait des syncopes aux alentours de 40 mètres ces dernières années, si par hasard, on le sait au moins, puisque de toute façon, c'est déjà arrivé une fois à la CMAS. ouais, Je les ne premières dis pas fois, la à CMAS l'espagnol. pour la courir. Mais on a bien vu que la pnisse de sécurité avec son Ouais, scooter, c'est ouais. merveilleux, hein. Il était vachement entraîné. Il est descendu une fois, il est remonté, il est redescendu une deuxième fois. Il a raté. Et Hmm, l'autre, il coule. Et l'autre, ouais, il se noie. Ben, miracle ouais. qu'on arrive à le sauver, ce J'étais gars-là. tellement choqué de la vidéo, je lui ai fait un message parce que j'étais content qu'il soit vivant. Donc Mais, merci la longe dans ce cas-là. Ouais. mais c'est pour ça, il faut que les gens se calment sur la sécurité du scooter. La première sécurité d'un apniste, c'est lui-même, son intelligence, sa patience, ses progrès, sa sagesse. La sagesse de l'annonce de la performance pour plonger, pour atteindre un tag, enfin le témoin de profondeur, qu'il est sûr d'avoir. On ne plonge pas à l'aventure. C'est une connerie de plonger en compétition pour tenter un truc que tu n'as jamais fait. Mais à l'entraînement, tu penses que tu étais tellement à l'aise à 82 mètres que tu penses que c'est, il faut annoncer 85. C'est de la connerie. Pendant 10 ans, nous, on a toujours fait les records du monde à l'entraînement, plus que les records du monde. Et quand on les maîtrisait bien, on disait, ben, maintenant, tu peux annoncer le record. Parce que le gars, il l'avait fait 3, 4, 5, 6 fois. Donc, il partait serein dans un monde connu. Donc, la longe, il faut la mettre. Parce que, à part l'apnéiste, qui reste des fois difficile à contrôler dans certains cas, eh bien, si il ne remonte pas pour n'importe quelle raison, si on dit à sa famille, bon, on n'a pas mis de longe parce que ça l'emmerdait. Et puis finalement, c'est pas si con, parce que comme ça l'emmerdait, on n'en pas mis. Est-ce qu'on dit ça à la famille ou on dit, votre fils, on a pu le remonter? On parle d'un cas de figure où il serait mort dans les deux cas de figure. Mhm. On a pu le remonter. Et voilà, on est désolé, votre fils, voilà, s'est noyé, mais il est là. Parce que la famille de Cyril Ezoardi, je ne sais pas si elle a fini de faire son deuil, hein. Ouais, des Et d'autres disparitions, d'ailleurs, il y en a. Ouais. qu'on n'a jamais retrouvées. Ouais. Hein? Comme Natalia Natalia, alors, Molchanova. et Natalia. Hein? Mhm. Comme Natalia Molchanova, je disais. Eh bien, bien sûr. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle est allée foutre avec ces Russes-là pour faire cette sortie en oubliant les procédures de prudence élémentaire? C'est pas possible. Elle n'a pas dû plonger profond en plus, mais bon. Parce que, mais Qui, je les connais gens pas qui l'histoire. étaient avec elle pouvaient la sauver? Personne. Qui pouvait faire sa safety? Personne. Ah, parce que c'était une plongée profonde sur laquelle elle a disparu? Non, pas forcément. Mais si Je- en descendant, elle avait été longée, on m'a posé la question la semaine dernière chez mes étudiants. Eh, monsieur Chapuis, bon, alors la longe, on la met quand? Je vais vous répondre, les étudiants. Ben, on la met le plus souvent possible. Mais monsieur, ah, dans 5 mètres, on va pas la mettre. Réponse, eh ben non, évidemment qu'on va pas la mettre dans 5 mètres d'eau. Si tu vois le bonhomme, qu'il est débutant, que tu veux qu'il soit à l'aise, qu'il profite, et puis parce que tu es un instructeur parfaitement formé, tu peux le suivre, tu l'accompagnes, il n'y a pas de risque. Ah bon, mais alors à quelle profondeur faut mettre une longe? Question con.
Ça dépend de la mer, de la visibilité, de la fatigue, de l'athlète, du coach, des conditions matérielles. Est-ce que tu as une bouée? Est-ce que tu as un bateau? Est-ce que tu as un sondeur? Est-ce que tu as une équipe de 10 ou est-ce que tu es que deux? Il y a 100 raisons et qui te permettent de répondre, ben non, ben c'est variable. Et bien moi, je te dis, des fois, à mes étudiants, on descend à 22, 23 mètres, ils ont une longe. Pourquoi? Parce que de la surface à 22 mètres, des fois, on ne le voit pas. Et si un jour, on a une visite de 10 mètres, si le gars est en 15 mètres, il aura une longe dans 15 mètres. Mm. Et ah, mais non, mais merde, ça me fait chier. Eh ben arrête, change de sport. Voilà. Donc les Bah, gens qui conseillent qu'il ne du faut pas coup, mettre de longe, moi, j'ai le droit de dire c'est des cons. Voilà, je l'ai dit. ok. On arrive sur la fin de ce podcast. Claude, est-ce que tu as une citation préférée, une citation que tu souhaites nous partager? Celle de Luc Leferme en 2000. L'apnée est collective ou n'est pas. L'apnée est collective ou n'est pas? De Loïc Leferme. Euh, Pour conclure cet épisode, je te propose, parce qu'on a beaucoup parlé, est-ce que ça dit d'essayer de clôturer cet épisode en choisissant seulement trois mots et on reste là-dessus? Le grand bleu. Et ben voilà, le grand bleu. Merci Claude. Et merci Julien. Et je te propose de trouver beaucoup d'aide pour soutenir ton initiative et ton podcast. Il Ouais, faut merci absolument Claude. que, comme toi et comme d'autres, là, il y ait beaucoup de gens qu'on essaye d'aider. C'est gentil, bah là c'est un travail de fou, hein, je t'avouerai, je fatigue des fois là. Un épisode par semaine, c'est un taf de dingue. C'est un taf de dingue, mais par contre, la communauté suit. Tu vois, sur Insta, on est presque 5, on est presque 5000. Il y a plus de 100 personnes qui écoutent tous les jours des histoires d'apnée, quoi. C'est ça qui est ouf. Tu vois, on est en 5 mois, là, on est à 14 000 écoutes. Donc, Écoute, je sais c'est ouf. maintenant que si je gagne à l'euro million, il faudra soutenir Julien Moreau. Et bah, franchement, Et, Claude, va euh, jouer. Va jouer. et puis Aurélie, Audrey. Audrey, j'y arriverai Audrey. jamais avec le prénom de fille, hein. Les signaux de la tête en mer. Et des centaines de gens. Bon, Bon, ben en vrai, merci beaucoup, Claude. C'était passionnant. Je vais couper ça en deux épisodes. Et tant mieux, pas de souci. Et puis, si tu veux, là, je te donnerai le téléphone, tu m'appelles de Roland Speaker. ah, ce serait énorme. Tu verras, ça va être dantesque aussi. Alors, en fait, j'aime bien faire des épisodes qui sont extrêmement longs parce que l'objectif dans quelques années, là, moi, c'est d'écrire un livre, tu vois, sur l'apnée. Et Hmm. là, je commence. Difficile. C'est la même chose qu'un podcast, un livre, ça rapporte jamais rien. Ça Moi, te j'en ai prend. déjà écrit un, t'inquiète, je connais, hein, Ah, ok, bah, ça te prend beaucoup de temps à écrire, faut le je suis corriger édité. machin, faut le faire relire, et quand tu le publies, il y a plein de Ouais. gens qui sont pas contents parce que et c'est pas marqué. Je voudrais dire un dernier truc quand même. Bah, je t'en prie, Claude. De 1988, le Grand Bleu, moi, machin, tout ça, 90, les premiers stages, 90, machin, 96, j'étais seul et j'ai trouvé des potes et des étudiants, on a créé un groupe et tout. Mais tout le reste, on a toujours été deux, et ça, personne ne le sait. Premier championnat du monde. Tous les records de Loïc Leferme au début, puis de Pierre Frolat, et puis une partie de ceux de Guillaume au début. Et des organisations de compétition EDA France, une Coupe de France EDA, machin, 5 championnats du monde. Des... Je n'ai jamais pu le réaliser. Je n'aurais jamais pu le faire si j'avais pas eu un homme qui s'appelle Joseph Strazanti. Personne ne le connaît, sauf Anis. C'est un gars qui s'occupe du plan voile et du dispositif mer au département des Alpes-Maritimes, qu'on appelle le conseil départemental. Et en 96, quand j'ai créé le premier championnat du monde, j'avais la chance, dans mes étudiants, d'avoir une fille qui faisait de la voile. Et je disais, je vais préparer le championnat du monde, il n'y en a pas un qui veut venir m'aider parce que je suis un peu à l'agonie. Et il y en a une qui a levé la main, qui m'a dit, moi je fais de la voile, je connais un mec qui peut vous aider. C'était lui. Je suis allé le voir, il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Un championnat du monde. Qu'est-ce que tu as prévu? Je lui ai montré le truc, il a rigolé. Il a dit, je pense que je vais t'aider. Et ça fait jusqu'à l'année dernière, en juin 2024, et il ne faut pas que je me trompe dans les années, oui, le 8 juin 2024, l'histoire de la flamme olympique, il a fallu tout organiser pour qu'elle sorte de l'eau, là. Voilà, avec Alice, merci Alice, Alice Modolo. Modolo.
Mm. Voilà, ok, mais tous les bénévoles derrière d'Aida France, les safety d'Aida France, je vous passe tout le détail. Jamais j'ai fait un truc seul. Je l'ai toujours fait avec lui. Et en fait, c'est l'homme de l'ombre de l'apnée. Si un jour on écrit un livre sur l'histoire de l'apnée, il faudra pas l'oublier. Tu Donc, peux nous rappeler son ça prénom? veut bien dire que quand il y a des gens qui font des choses, c'est rarement l'aventure d'un mec tout seul. C'est toujours l'aventure de plusieurs personnes, voire d'un groupe, tu vois. Mm. Et comment il s'appelle exactement? Joseph Strazanti. Joseph Et Stravanti. on est en train, avant de partir, lui et moi, à la retraite dans 2, 3 ans, d'essayer de faire encore un petit truc pour trouver, créer des outils qui peuvent rendre service au monde de l'apnée, entre autres, hein. Bon, bah super. Et ben merci beaucoup Claude pour ces 2 ou 3 heures de podcast. Je sais plus à combien d'heures on est là. Merci du fond des poumons. Et puis sache que tu as beaucoup d'influence parce que dans ma manière d'enseigner, et ben je fonctionne comme toi. Les records, ça se fait à l'entraînement et ensuite en compétition, on retire des mètres pour que ça soit plus facile. Et j'adopte aussi la rusticité avec mes élèves. Je leur fais enlever du poids. On sort même si les conditions sont mauvaises. Donc l'école niçoise et l'école Chapuis, elle vit encore, même si tu ne le vois pas. Merci pour ton temps, Claude, et je te dis à bientôt sur Nice. Allez, à bientôt à tous. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Claude Chapuis, le père fondateur de l'apnée moderne, le cofondateur de AIDA. Mesdames et messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur la Freediving Family, vous êtes plus de 5000 sur Instagram, où nous sommes bientôt 1000 abonnés sur Spotify, vous êtes plus de 100 personnes à écouter la Freediving Family tous les jours. Donc merci. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à devenir tipeur, ça peut être de 1 à 5 euros par mois, c'est le prix d'une bière ou le prix d'un café. Si vous voulez m'aider à acheter par exemple du matériel, j'ai besoin d'acheter un deuxième micro quand je fais des rencontres en face à face et donc j'ai besoin de personnes qui me sponsorisent. Vous pouvez retrouver le lien pour le tipeur sur Instagram sur le Linktree. Bien entendu, n'oubliez pas de noter 5 étoiles cet épisode, enfin ce podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Merci à Claude de m'avoir accordé autant de temps. Merci à Brigitte Banegas, Joseph Strazanti et Cédric Palerme pour leur participation dans cet épisode. Je laisse maintenant la parole à mon ami d'Océan Harmonie. Et pour conclure cet épisode, je vous laisse avec la voix de mon ami Seb qui va vous parler de son école d'apnée Océan Harmonie. Salut, c'est Seb Manson d'Océan Harmonie. J'ai l'immense plaisir de vous présenter mon école d'apnée en France et à l'étranger toute l'année. Sous forme de stages originaux, je vous propose de progresser de 0 à 50 mètres de profondeur en recherchant confort, plaisir pour le maximum de bien-être. Pour cela, j'ai développé une pléiade de pratiques conscientes, harmonisées autour de la méditation, la visualisation, relaxation et du yoga. Océan Harmonie, c'est aussi des voyages, de la baie de Marseille à l'Égypte en passant par Madagascar. En France, les stages de progression sont de 3 jours pour vous accompagner essentiellement dans la compensation. En Égypte, au Blue Hole, nous évoluerons dans des conditions de rêve afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs, entrecoupés ça et là d'exploration jusqu'à Ras Mohammed. Nous nous émerveillerons des beautés sous-marines. Enfin, à Madagascar, à la recherche de mammifères marins et de dépaysement hors du commun, nous aurons toute la joie de pouvoir profiter des merveilles de ce pays fabuleux. Renseignez-vous sur www.oceanharmonie.fr, WhatsApp, Instagram. Je vous dis à très vite.